Le terme de créateur de contenu, ça ne me parle pas tellement. Moi, j'aime bien me définir déjà en tant qu'artiste, auteur, et j'aime bien dire créateur de contenant. Alors oui, c'est sale, oui, ça pue, mais c'est français. Excusez-moi, est-ce que vous parlez le politicien? Ah oui, bien sûr, je suis bilingue. C'est de ma faute, ça donne quoi? En politicien, je suis désolé, c'est intraduisible ça. Bonne journée. T'as atteint 200 000 abonnés sur Insta en un an à partir du jour où tu t'es lancé. Ouais, à peu près. Moi, mes armes sont les mots, mais il y a plein d'armes différentes. Certains vont être plus dans le développement personnel, dans des conceptions philosophiques, spirituelles, etc. Moi, je gagne même pas 500 balles avec ce que je propose dans la monétisation de mes contenus. Moi, je suis absolument détaché de ce placement de produit parce que si tu veux, je veux pas faire du téléshopping. Par mon art, par l'écriture, par le jeu, je peux arriver à vivre. Je suis le plus heureux du monde. Je bosse très peu en tant que rédacteur. Un rédacteur qui bosse à plein temps, avec mon taux horaire, il pourrait faire € par mois. Solo Créa. Dans la création de contenu sur internet, nombreux sont ceux qui sont partis de zéro et ont dû apprendre leur métier sur le tas en affrontant le doute, les galères et les incertitudes. Je parle bien sûr des créateurs et des créatrices de contenu sur les réseaux, mais aussi de tous les métiers qui les entourent, que ce soit les monteurs vidéo, les graphistes, les auteurs, rédacteurs et j'en passe, tous se sont lancés un jour pour créer leur propre métier. Dans Solo Créa, je te révèle le parcours, les apprentissages, conseils et méthodes de celles et ceux qui ont transformé leur créativité en carrière, et ce en autodidacte. Je m'appelle Adam Hassan, j'aide les créateurs et les freelances des réseaux à développer leur carrière avec ma société Creative Group, et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. Bienvenue Nino. Merci beaucoup. Sur Solo Créa. Je suis trop content de te recevoir ici, voilà, comme je te le disais juste avant en off. Même si peut-être pas mal de personnes qui vont nous écouter ne te connaissent pas forcément, ou en tout cas n'ont pas forcément d'appétence, on va dire, pour ton contenu, on va en parler. Trop bien. Ça a beaucoup de valeur que tu sois là ici pour moi, parce que tu crées un contenu que je trouve atypique et extrêmement intéressant. Bah, ça me touche, merci. Voilà, et je pense que pour toutes les personnes qui, comme moi, nous regarderont ou nous écouteront, c'est méga intéressant en fait de découvrir comment t'es tombé là-dedans déjà, parce qu'on peut se demander quand on voit ton compte Insta, ton compte TikTok. On va en parler d'ailleurs, je crois pas que tu crées sur d'autres plateformes aujourd'hui. Non, voilà. Non. Mais ouais, tu crées. Alors, ce que je te propose, c'est de te présenter à ma manière, et après tu me corriges sur tout ce que j'ai dit de mal. Je t'écoute, en tout cas. Je fais très attention à ce que tu vas dire. Ok, la pression. Non. Alors, donc, Nino Lemo sur les réseaux sociaux, et comme ton pseudonyme l'indique, avec ce qualificatif de mots, en fait, tu crées du contenu sur la langue française, et peut-être plus largement la culture française en général. C'est pour ça que je disais atypique juste avant, c'est que voilà, c'est pas t'es quand même dans le divertissement et plus l'éducation, mais on va dire si on fait le mix, l'edutainment, le terme interdit. Mais voilà, je suis intéressé de voir comment est-ce que toi tu qualifies, on va dire, ton contenu et ta niche, on va dire, parce que j'ai l'impression que tu as créé ta propre niche et c'est ça qui est méga intéressant. En tout cas, je connais pas d'autres créateurs ou d'autres créatrices dans ce game-là, dans cette niche-là. Je pense qu'il y en a évidemment, mais en France, en tout cas, j'en vois pas. Et en fait, bah, c'est un contenu qui, au premier abord, n'a pas l'air d'être le meilleur, on va dire, pour tu vois, percer par exemple sur les réseaux où on s'attend pas forcément, voilà, à ce que ce type de contenu ait une audience, et toi tu as prouvé et démontré le contraire, et donc c'est trop stylé, donc déjà bravo pour ça. Merci beaucoup. Et je suis trop intéressant voilà, que tu me racontes déjà, que tu te présentes un peu mieux que ce que je viens de faire. Elle est déjà très, très juste, ta présentation, je t'en remercie. Trop cool. Moi, si tu veux, j'aime bien me définir, faire un petit jeu de mots, c'est quand même mon domaine. Le terme de créateur de contenu, ça ne me parle pas tellement. Moi, j'aime bien me définir déjà en tant qu'artiste, auteur, et j'aime bien dire créateur de contenant plutôt que de contenu, parce que j'ai la sincère, si tu veux, prétention de dire que les gens sont quand même désireux d'avoir plein d'informations, d'être curieux, d'être le plus sensible possible et de s'intéresser à des contenus qui leur apportent de la valeur, peu importe le sujet, et de les définir comme créateurs de contenu, ceux qui le proposent et s'alignent sur cette volonté-là. Moi, je trouve ça un petit peu dénigrant, parce que le contenu, c'est quelque chose que tu manges, que tu jettes. On parle du snack content. En tout cas, moi, dans la vision que j'ai du contenu, c'est quelque chose qui vient, si tu veux, t'occuper. Et quand j'essaye de me définir comme créateur de contenant, c'est une fois que tu as consommé mon contenu, tu repars avec un contenant qui est plus large. Donc, tu repars, si tu veux, avec des questions, mais aussi des volontés d'apprendre. Et je veux que une fois que tu as regardé mon contenu, une fois que tu l'as apprécié ou pas, tu repartes, entre guillemets, un petit peu différent de ce que tu es venu. C'est très compliqué avec les algorithmes, avec le snack content, etc., etc. Mais si je peux juste te donner une petite étincelle de questionnement, une petite étincelle de curiosité, et faire en sorte que tu dises « Ah ouais, putain, pas con »,
like ou pas like d'ailleurs, mais de se dire par rapport à tout ce que je consomme aujourd'hui et tout le contenu que j'ai vu aujourd'hui, est-ce que moi, en tant que créateur de contenant, artiste et auteur, je peux essayer, si tu veux, d'élever un petit peu le débat. Donc, non pas que tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde peut élever le débat, mais prendre, si tu veux, le temps, dans un temps court d'une minute à chaque fois dans les c'est ça la difficulté TikTok, en fait. Ouais. C'est un vrai bordel. Ouais. Mais d'essayer, si tu veux, de remettre un peu les points sur les i et d'essayer de donner aux gens une valeur qui leur permet d'être utile au-delà du virtuel. Je comprends. Et Ok. c'est ce que j'essaie de faire, donner des clés qui sont virtuelles, enfin via un média virtuel, mais où dans la vie de tous les jours, tu vas te rappeler, j'espère, ce que je t'ai dit ou ce que tu as entendu de moi, et te dire, putain, oui, c'est vrai, là, j'ai appris quelque chose et je vais pouvoir l'utiliser dans ma vie quotidienne. Et même si, comme tu le disais, j'ai une niche qui est un petit peu particulière, il y a plein de créateurs de contenu ou de contenants qui, aujourd'hui, essayent, si tu veux, de donner des armes. Moi, mes armes sont les mots, mais il y a plein d'armes différentes. Certains vont être plus dans le développement personnel, dans des conceptions philosophiques, spirituelles, etc. D'ailleurs, des contenus que j'aime beaucoup. Et je pense que moi, en tout cas, mes armes à moi sont les mots, parce que si tu sais t'exprimer, si tu sais te faire entendre et écouter, tu peux t'extraire de n'importe quelle condition sociale, tu peux t'extraire de n'importe quelle préjudice, si tu veux, que la société aurait pu te contenir dans une case qui ne t'appartient pas, parce que tu t'es élevé par les mots, parce que tu t'es élevé par le débat. C'est un énorme pouvoir de manière générale. C'est pour moi le soit plus... pour du leadership, pour n'importe quel but que tu veux atteindre. Si tu sais dire ce que tu veux, tu sais aller le chercher. Et la violence d'aujourd'hui, que ce soit physique, verbale, etc., elle part souvent d'une dichotomie entre ce que les gens ont à l'intérieur, ce qu'ils ont besoin d'exprimer, et les armes qu'ils ont pour l'exprimer. Donc quand on n'arrive pas à se parler et qu'on n'arrive pas à dire ce qu'on pense, animalement, je vais finir par te taper dessus parce que j'ai pas trouvé les mots pour te dire ce que j'avais à dire. Et en plus, même si je trouve les mots et que tu n'es pas capable de les écouter parce que tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire ou que tu n'as pas la volonté de me comprendre, on finit forcément par se taper dessus. Et j'ai vraiment cette volonté, moi, là, de se dire... La meilleure arme, c'est de s'asseoir et de parler. C'est ce que disait Nelson Mandela. La meilleure arme, c'est de s'asseoir et de parler. Mais surtout de s'écouter. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, je suis super content que tu m'invites à faire ça. Et je vais essayer de répondre au mieux à toutes tes questions. C'est magnifique. Bah écoute, merci beaucoup. Ça va être difficile là maintenant que j'y pense de tout rentrer en une heure et demie. J'ai trop de questions. On pourra vraiment y passer un moment. Mais en tout cas, merci du coup d'avoir complété. Je m'excuse de t'avoir offensé sur ce terme de créateur de contenu. Pas du tout. Tu ne m'offenses pas. C'est juste, ça démarre mal. Je dis créateur de contenu. Pas du tout. Non, mais c'est bien parce qu'on est tous des créateurs de contenu. C'est ce nouveau métier. Mais oui, à la fin, c'est quand même un contenu que tu crées quand même. C'est du contenu. Matériellement, je propose du contenu, mais j'essaye encore une fois peut-être de... Le contenu, c'est plus le côté fond. C'est le fond, pas parler si que de la forme. C'est de te donner des armes réellement et pas te donner des choses que je t'impose. Moi, je n'impose rien, je pose des questions. C'est vraiment mon but, c'est de poser des questions. C'est pas de donner des réponses. Peut-être que par mes questions, toi, tu peux avoir des réponses quand tu consommes ce que je te propose, mais je veux vraiment poser des questions. Te dire, est-ce que là, la vérité que tu t'es construite, est-ce que là, ce que tu as appris depuis toujours, c'est quelque chose d'immuable, ou tu as une volonté aussi un peu de rebattre les cartes et de te dire, tiens, j'avais pas vu la chose comme ça. Tiens, je savais pas que c'était possible de concevoir cette chose-là. Ou alors, oui, c'est vrai que maintenant, j'ai telle arme, je vais pouvoir aller chercher quelque chose que j'avais pas. Et c'est pour ça que quand je dis contenant, c'est que j'ai la volonté de créer ces contenants-là. Ces forces qui, par curiosité, par sensibilité, arrivent à prendre des armes et secouer un peu le débat. Tu essaies d'élever le débat, en fait, c'est ce que tu disais. C'est ce que j'essaie de faire. Tu finis souvent tes vidéos sur des questions ou de la rhétorique un peu comme ça, j'ai l'impression. Donc c'est très clair. Écoute, voilà, Nino les mots. Là, on a parlé du coup de... Donc ça, c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est au sujet des vidéos que tu postes sur TikTok et Instagram. Nino les mots, donc tout sera en description, évidemment, c'est pour ceux que ça intéresse d'aller voir. Mais tu fais pas que ça. Aujourd'hui, tu n'es pas, on va dire, à plein temps sur cette activité-là. T'es aussi... Alors, pareil, j'ai fait exprès de pas te demander avant l'épisode comment te présenter parce que je trouve que c'est hyper intéressant, la discussion que ça crée. Mais donc, de ce que je comprends et de ce que je vois de l'extérieur, donc tu crées... des contenus et des contenants sur ces deux réseaux, mais tu es aussi comédien.
Et auteur, du coup, comme tu le disais, C'est ça. tu vas sortir un livre, on va en parler, mais et tu es aussi, du coup, collaborateur chez Les Pépites de France. Alors, est-ce que je peux dire journaliste? Est-ce que c'est... Alors, c'est plus d'actualité. C'est plus d'actualité, C'est plus d'actualité, c'est une activité que je faisais avec... C'est récent, ou alors j'ai... En fait, si tu veux, j'ai fait l'année dernière avec eux, on a fait plusieurs chroniques et on l'a pas renouvelé cette année particulièrement. Ah, ok. Pour plein de raisons, mais rien de très... Il y avait eu des posts en collab il y a pas longtemps, je crois que il y a 2 ans. Quoi, le dernier, il devait dater de mai ou Ok. d'avril ou mai, quelque chose comme ça. My bad. Non, mais il y a rien de... J'aime Ok. beaucoup ce que fait le Crayon, le média Le Crayon. J'aime beaucoup ce que fait leur média culturel et patrimonial des Pépites de France. Et j'aurais plaisir à retravailler avec eux, mais c'est juste qu'on n'a pas... C'était la fin d'un cycle, quoi. Voilà, on n'a pas reproduit cette chronique. J'espère qu'elle a été bien reçue, mais... Voilà, c'était une petite période qui m'a permis aussi de gagner de la visibilité, je l'espère. Pareil, d'essayer de montrer un peu ce que je sais faire dans un prisme qui a été patrimonial et qui me passionne aussi également. Les Pépites de France, juste pour expliquer, qui est un média Instagram culturel français. C'est ça. Comme son nom l'indique, voilà, qui principalement sur des lieux, on va dire géographiques, où on va peut-être parfois raconter l'histoire du lieu ou pourquoi. Bref, c'est plutôt sur ce type de thématique-là. Et c'était un peu en lien avec ta DA, on va dire, en tant que créateur de contenant. Voilà, bien joué. Je vais dire que ça à partir de maintenant. Non, mais du coup, c'est plus trop d'actualité. Donc, pour reprendre ce que tu disais, moi, je suis auteur avant tout, parce que dans toute création, il y a une partie d'écriture, et moi, c'est ce qui me passionne et ce qui m'émoustille le plus. Donc, auteur, comédien. J'ai une formation de comédien de théâtre. Et c'est mes principales activités hors la création de contenu TikTok et Instagram. Je développe aussi en ce moment pas mal mon activité de conférencier et d'orateur public. Trop bien. Pour essayer, si tu veux, d'apporter mon regard et mes questions sur des sujets hyper divers et hyper versatiles. Là, typiquement, je vais avoir la chance de parler, je pense que quand le podcast sortira, ce sera déjà fait, mais c'est en janvier à Aix-en-Provence pour le monde de la création économique. Je vais avoir la chance, si tu veux, d'animer un débat. Ça, c'est une activité qui me plaît beaucoup parce qu'elle relie, si tu veux, toutes mes passions. La scène, l'écriture, le débat, le questionnement, et c'est d'arriver, si tu veux, avec ta personne, ton énergie et tes questions, de secouer un peu, de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et d'arriver par ton intervention à ce que les gens repartent encore une fois avec quelque chose d'intéressant, avec quelque chose d'intéressant, avec des questions, et se disent là, j'ai pas perdu mon temps, je suis reparti vraiment avec quelque chose qui me permet d'être un petit peu plus, je dirais pas intelligent, mais un peu plus curieux. Et je pense que c'est la curiosité qui nous sauvera. C'est vraiment ça ton leitmotiv, on va dire, c'est de développer la curiosité des gens plus qu'apporter des faits, on va dire, ou des informations, quoi, tu vois. Après, le journalisme le fait très bien aussi, ce qui est très informatif. Moi, je pense que si on arrive à développer notre curiosité et notre sensibilité, que ce soit aux autres et aux choses, c'est ce qui nous rend le plus humain. Et c'est ce qui fait qu'on arrivera à pas se taper dessus, mais à se parler et à s'écouter. Donc, développer la curiosité, développer la sensibilité, c'est vraiment moi ce qui me fait lever le matin, et par plein de prismes différents, que ce soit par l'écriture, par la comédie, par le théâtre, par ce que je fais sur les réseaux sociaux, ou par ce que je fais en orateur public et conférencier. Et plus je le fais, plus j'en suis satisfait. Et je trouve qu'on parlait de niche tout à l'heure, qui n'a pas un potentiel très viral sur le papier. En fait, moi, je suis absolument émerveillé par la manière dont les gens ont cette volonté d'élever aussi, eux, le débat. Quand on consomme énormément de contenu, il y a des gens qui sont plus dans le divertissement, qui nous font très rire, qui nous divertissent d'une manière très authentique et qu'on valorise beaucoup. Mais il y a aussi, je pense, une volonté qu'on arrête, entre guillemets, de prendre les gens pour des cons. Et on arrête de prendre les gens pour des cons quand on arrête de leur parler comme des cons. Et quand on essaye de les écouter d'abord, mais aussi de leur donner les armes pour se faire entendre. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et j'ai été assez surpris, si tu veux, au début de la viralité de mes vidéos. Mais j'ai compris après coup qu'il y a 3 dynamiques très importantes à respecter pour être viral sur les réseaux sociaux. La première, c'est d'être authentique. Donc si moi je fais de la création autour des mots, autour du vocabulaire, autour du potentiel de la rhétorique, des questionnements, de la littérature, etc., c'est parce que ça me passionne. Faut que ça vienne du cœur, quoi. Faut que ça vienne du cœur. Je pourrais pas parler
je suis pas passionné de tennis, je pourrais pas te faire tout un podcast sur le tennis. Il y a bien un moment où on n'y croirait pas. Donc la première, c'est d'être authentique dans ce que tu proposes. La deuxième, c'est de le faire avec sincérité. C'est pas pareil, authenticité et sincérité. Authenticité, c'est quand tu es toi-même, mais sincérité, c'est quand tu ne cherches pas, à mon sens, un résultat. Donc je suis authentique parce que ce que je parle me plaît, mais j'en parle pas pour avoir des résultats ni financiers, ni de viralité. Je ne cherche pas la viralité dans ce que je poste. Je poste parce que je suis authentique, ça me plaît, et je poste parce que j'aimerais, moi, ce qui me plaît, que ça plaise à d'autres gens, et si ça m'intéresse, moi, on est au moins 2 à potentiellement être intéressés. Si on est 2, si on est 3, si on est 1000, si on est 10 000, si on est 1 million, tant mieux. Ouais. Donc, authenticité, sincérité, et le dernier sujet pour moi, c'est d'être très efficace dans ce que tu dis. Essayer de réfléchir, si par exemple tu as écrit un texte, un podcast, une intervention, une vidéo, imagine que tu supprimes 50% de ton script. Donc tu as un script d'1 minute 30 avec plein de mots, etc. Je te demande de supprimer 50% de ton script, de garder l'essentiel de ce que tu as envie de dire. Parce que dans un monde Instagram, TikTok, etc., où le contenu et l'attention est très concurrentiel, est-ce que ce que tu as envie de dire là, tu peux pas le dire avec 50% de mots de moins et aller vraiment à l'essentiel? Parce que j'ai fait une vidéo qui a beaucoup plu d'ailleurs sur la langue de bois des politiciens, etc. Ouais. Souvent, on nous embrouille un petit peu, on nous fait aller sur des terrains un petit peu dangereux en essayant, si tu veux, de noyer le poisson. Noyer le poisson, endormir ta pensée avec un lexique très compliqué, essayer de te faire croire que je suis en train de t'expliquer quelque chose, mais au final, non. Non, faut être authentique, sincère et efficace. Si tu as ces trois-là, authentique, sincère, efficace, à mon sens, déjà, faut pas chercher la viralité, c'est le point sincère, mais il y aura forcément quelqu'un qui sera sensible à ton contenu. S'il y a au moins une personne, il y en a au moins 2. S'il y en a au moins 2, il y en a au moins 3, etc. etc. Et moi, c'est ce qui m'a surpris au premier coup quand j'ai vu le potentiel viral. Mais je crois que je faisais une vidéo par jour quand je commençais. Et c'est peut-être la 47e ou la 48e qui a commencé à avoir un petit peu de vues. Et après, il y a certaines vidéos qui m'ont fait connaître de plus en plus sur TikTok et Instagram. Mais si tu veux, les 20 premières vidéos que j'ai faites, j'avais 300 vues et je trouvais ça déjà génial que 300 personnes, 12 likes, waouh, 12 personnes aiment mon propos et c'est pas forcément ni mon cousin, ni ma grand-mère, ni mon pote d'enfance. Donc, j'allais te poser la question. Déjà, c'est incroyable. Merci parce que là, tu viens de donner un pattern. Tu réponds à mes questions sans même que j'ai à te les poser. Et c'est trop intéressant. Métier, hein. Et comme quoi, c'est marrant parce que chaque créateur ou créatrice que je reçois ici a sa propre vision justement pas de la recette, mais en tout cas, tu as des prérequis un peu obligatoires. Et là, toi, sur les 3 critères que tu as donnés, il y en a 2 qui sont vraiment plus axés sur le fond. Sur la sincérité, et le premier critère que tu as dit, comment tu l'as formulé ? Authenticité, et sincérité, qui sont plus sur le fond, et l'efficacité qui est plus sur la forme. Mais il y a quand même un sujet lié à la forme à la fin, est-ce que c'est court et ça dure pas 20 minutes en fait, effectivement, par définition sur TikTok. Mais je trouve que c'est un bon, si tu veux, TikTok, Instagram et le format, on va dire, entre 30 secondes d'attention et 1 minute 30, ça va rarement au-dessus, sauf cas exceptionnel. Mais quand tu as 30 secondes à 1 minute 30 pour intéresser sur un sujet, poser des questions, dire ce que tu as envie de dire et essayer de créer du débat en 45 secondes, 1 minute, mais c'est impossible. Donc c'est un défi intellectuel qui est génial parce que si tu veux aujourd'hui dans les médias traditionnels, que ce soit la radio, etc., tu as quand même un temps qui est un peu plus long. Donc cette chronique-là que tu peux apporter, ce questionnement intellectuel que tu peux apporter en 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, c'est génial. Parce qu'il faut que, si tu veux que ça marche en 30 secondes, 1 minute, évidemment qu'il faut être essentiel, mais en plus, il faut être authentique et sincère, parce que sinon, je te donne même pas l'heure. C'est ça. Et donc, c'est hyper intéressant intellectuellement, ce genre de plateforme. C'est pour ça que, si tu veux, quand on parlait de créateurs de contenu, créateurs de contenant, souvent, dans la conception générale de ce qu'est un créateur de contenu, on va penser divertissement, on va penser des gens qui parlent beaucoup de leur vie, du lifestyle, des contenus très égocentrés. Il en faut et ça marche et tant mieux. Mais quelle difficulté, si tu veux, d'être intéressant en 45 secondes et de le faire de manière presque altruiste.
Je le fais pas pour gagner de la visibilité, pour vendre des produits, pour vendre des formations. Je suis pas là dans une démarche commerciale. Je suis là presque dans une démarche artistique. Et C'est pour ça que tu t'es qualifié dès le début comme un artiste, en fait. Ouais, pour moi, c'est important. Ouais. Pour moi, c'est important parce que si tu veux, je définis et j'analyse plusieurs canaux de création de contenu. Donc, tu as le canal de divertissement. Donc ça va être des gens qui font de l'humour, des gens qui font des lifestyles, des chroniques, des gens qui parlent d'eux, qui parlent de leurs proches et qui sont vraiment dans le divertissement. Moi, je suis pas très friand de ça et je consomme pas, mais je peux comprendre que ça marche et que beaucoup de gens sont intéressés par ce contenu, mais il faut pas oublier que divertir, étymologiquement, ça veut aussi te dire détourner de ton sujet. Donc, te distraire en tout cas. Ouais. Donc, à voir quelle valeur on donne à ces gens-là. Le fil, la limite est fine parce que là, dans les 3 piliers que tu m'as décrits, donc authenticité, sincérité, efficacité, t'as pas par exemple de pilier, on va dire accessibilité ou tu vois côté divertissant, oui. Alors qu'en réalité, dans les vidéos que tu postes, ça se retrouve quand même et c'est ce qui fait que c'est agréable à regarder. C'est-à-dire que on va donner des exemples après, mais d'ailleurs, voilà, pour donner les chiffres aussi, parce que du coup, je l'ai même pas fait, et voilà, c'est une très très belle longue intro en tout cas, mais Nino Lemo, donc, sur Instagram et TikTok, donc 190 000 followers sur Insta, bientôt les 200 000, voilà, quand ce sera sorti, je te souhaite de les avoir dépassés. J'espère. 240 000 sur TikTok. Ouais. Voilà, on parlait de contenus viraux, etc., mais t'as quand même des contenus qui marchent très très bien. Dans une niche comme celle-ci, c'est quand même, je pense, beaucoup plus dur que faire du snack content, comme tu disais, où c'est, par rapport à ce que tu fais, ça peut sembler plus comme être de la facilité, tu vois. Y a plus de challenge, pour sûr, tu vois, à poster ce que tu postes aujourd'hui. Et pour que ça marche, en tout cas, quand moi, je regarde tes vidéos, il y a quand même un côté fun, presque, tu vois. C'est-à-dire que on va donner des exemples de formats que tu peux poster. Ça peut être, pour rentrer un peu plus dans le concret, tu vois. Donc voilà, tu postes, comme je l'ai dit en intro, sur la langue française ou la culture de manière générale, mais t'as des formats un peu phares et récurrents qui reviennent, comme, je sais pas, donner la définition d'un mot, ou déjà juste ça, bon courage pour faire des vues sur une vidéo où tu donnes la définition d'un mot, parce que par définition, la plupart des gens, en fait, s'en foutent et vont juste passer, quoi. Et toi, t'arrives à le faire d'une manière intéressante en faisant une mise en situation un peu rigolote. Je sais pas, je pense à un exemple sur la définition du mot cartésien, où voilà, tu fais une mise en situation un peu sur un face-à-face. Je vais te laisser expliquer de toute manière, mais t'as ce type de format-là. Tu vas aussi, je sais pas, faire des espèces de capsules un peu sur je sais pas, des artistes, des littéraires, des poètes, des gens comme ça. Dans les autres formats que je peux citer et que tu as sorti récemment, si je me base sur tes dernières publications, tu as aussi par exemple des cas d'études, on va dire, ou des focus sur certaines œuvres. Je crois que ton dernier réel, là, au moment où on enregistre, c'est sur le livre des 4 accords Toltec, voilà, que j'ai lu, qui est un classique, voilà, je pense que beaucoup de gens ont lu. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Tu fais parfois tu postes parfois des vidéos aussi où tu vas juste donner, entre guillemets, partager une information. Ça va être le petit instant culture, on va dire, quand on scrolle. Genre, pareil, récemment, t'as sorti, si je dis pas de bêtises, une vidéo sur le sens caché des mots. Ouais. Et donc, qu'on utilise, tu vois, au quotidien et ce que ça peut vouloir dire, etc. En fait, c'est ça que je voulais dire de base avec. Je suis chaud d'ailleurs qu'on creuse chacun de ces formats, si ça te va. Mais c'est que t'arrives quand même à enrober, on va dire, tout ce que t'as dit là avant, c'est-à-dire que ça paraît très froid et, tu vois, et réfléchi. Et en même temps sincère, comme tu le disais, mais voilà, d'avoir ces 3 piliers encore une fois. Mais en même temps, tu arrives à enrober tes vidéos d'une certaine forme de divertissement, ou en tout cas de fun, tu vois, qui fait que c'est agréable à regarder. Tu vois, c'est un petit bonbon comme ça, quand tu scrolles, hop, tu prends petite dose de culture G, où tu apprends quelque chose et t'es content, et tu passes à la suite, et voilà. Donc comment est-ce que tu gères ça ? Est-ce que... je pense que ça fait partie intégrante, on va dire, de ton édito quand tu travailles tes contenus et que tu les écris. Comment est-ce que tu gères ça ? Alors, j'ai eu plusieurs, je dirais, phases. Quand j'ai commencé, j'étais très très actif. J'ai créé une espèce de auto-trend et de format qui m'appartenait, qui s'appelait le mot du jour. Donc je prenais un mot par jour, je publiais une fois par jour et je te donnais la définition de ce mot. Donc je prenais un mot et j'essayais de te l'expliquer, un mot soit perdu, de moins en moins utilisé, soit un mot au final que tout le monde a entendu mais dont personne ne connaît vraiment la définition. T'as un exemple ? Iconoclaste. Parfait, vas-y, tu peux donner la définition. Comme ça c'est très parlant pour les gens. Tu vois, iconoclaste, typiquement, t'as déjà entendu... Pour moi, c'est une insulte du capitaine Haddock. C'est possible, ça. C'est possible. C'est la manière, si je dis pas de bêtises, parce que maintenant, sinon, je vais passer pour un nigo. C'est la manière, si tu veux, de remettre en question tout ce qui est un petit peu sacré.
donc presque profane. Donc d'essayer de casser les icônes. Et c'est une manière, si tu veux, quand tu dis que quelqu'un est très iconoclaste, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ce qu'on lui impose de manière religieuse, institutionnelle, etc. Qui va faire des sacrilèges. Presque ça, mais d'une manière artistique et... J'ai pas d'exemple de personne iconoclaste, et d'ailleurs peut-être que je dis n'importe quoi sur la définition. Et... Je crois que c'est une des insultes iconiques du jeu de mots du Capitaine Haddock. Je connais. Mais il y a plein d'autres mots. Il y a plein d'autres mots comme ça que personne en fait n'utilise plus ou peu, parce que si tu veux, t'as peur de dire une bêtise, t'as peur de pas avoir la définition juste. Et moi j'ai commencé comme ça, etc., en partageant un mot par jour, en essayant, si tu veux, de te donner à chaque fois une petite arme en plus, une petite munition, donc par le vocabulaire, par un mot en plus, qui te permettrait d'élever le débat déjà intérieur, parce que quand tu apprends des nouveaux mots, t'arrives à exprimer des sentiments et des sensations que tu n'avais pas avant. Ça permet de penser mieux, en fait, c'est ce que tu disais avant. Permet de penser mieux, tu vois. Ça développe ta pensée de juste avoir plus de vocabulaire. C'est exactement ça. Et donc ça, c'était mon premier format. Donc le format mot du jour. Et c'est un story, ça, que tu fais du coup? Non, ça, c'était mes réels, mes tout premiers réels, etc. Ah ouais, tu parles du début, là, ok, pardon. Que j'ai fait tirer jusqu'à, je crois, mot du jour numéro 86 ou 87. Enfin, je l'ai fait pendant 90 jours à peu près. Et si tu veux, j'ai un petit peu perdu la force et la réactivité que j'avais de publier vraiment un contenu par jour, parce que il y a deux métriques qui rentrent en jeu. La première, c'est que c'est très chronophage. Et moi, je crois que je me suis lancé en juin 2023. Et c'était l'été, je bossais moins, etc. J'avais plein de gens, plein d'amis qui étaient autour de moi, qui pouvaient me permettre de tourner, etc. Donc c'était assez simple. Excuse-moi, petite pause, mais donc tu t'es lancé en juin 2023, donc tu as atteint les 200 000 abonnés sur Instagram quasiment en un an et demi. Même un peu moins, parce que je crois que j'étais à 190 000 abonnés sur Insta en juillet 2024, quelque chose comme ça. Ouais, tu as atteint 200 000 abonnés sur Insta en un an à partir du jour où tu t'es lancé. Ouais, à peu près. Et, solide de fou, et même score sur TikTok, donc j'en suis le premier surpris. Et, c'est vrai que c'est important d'avoir des abonnés aujourd'hui, de créer une communauté, rien que pour avoir des opportunités créatives, artistiques, professionnelles, mais je ne mets aucune importance, si tu veux, dans ces chiffres-là, parce que j'ai 30 000, 40 000, 100 000, 200 000, 500 000 abonnés, pour moi, du moment que des gens m'écoutent et que ces gens-là sont satisfaits et se posent des questions et s'alignent avec la mission que j'ai, en fait, je suis le plus heureux du monde. Et tu sens que tu as... Excuse-moi, je digresse un peu, on va revenir sur les formes après, mais... T'inquiète pas. Est-ce que tu sens que tu as une fidélité, on va dire, un engagement de ton audience qui est supérieur, on va dire, au créateur ou à la créatrice un peu plus lambda, on va dire, sur TikTok, qui va percer sur des one hit ou des vidéos plus divertissement, mais qui sont beaucoup plus concurrentielles, on va dire, qu'on voit partout? Parce que les créateurs, en général, sur TikTok... me partage ce sentiment-là, c'est que c'est très éphémère sur ces plateformes-là, les gens les oublient très vite et vont plutôt avoir tendance ensuite à essayer d'aller sur YouTube, tu vois, pour créer une communauté plus durable et plus renforcée. Là où sur TikTok, voilà, tout le monde le sait, mais tu peux péter très vite et ensuite disparaître très vite. Ouais. Moi, j'ai l'impression que tu as quand même un côté... les gens, tu vois, ils adhèrent vraiment à ton contenu et ils restent, tu vois. Alors, je pense que ça se joue à plusieurs choses. La première, moi qui me fait dire ça, c'est que peu importe ce que je publie, peu importe le taux de viralité de la vidéo que je propose, j'ai pratiquement aucun hater. Aucune personne qui a les possibilités par rapport à ce que je raconte d'être très virulent et d'être très critique par rapport à ce que je crée, parce que si tu veux... malaise, quoi. Non, mais qu'est-ce que tu veux me reprocher? Ouais. J'essaye, moi, d'être dans un altruisme, dans une sincérité, dans une authenticité qui permet d'aider les gens et qui permet, si tu veux, de leur donner des armes, comme ce que je te disais. Tu peux me critiquer sur peu de choses, mais déjà moi ça me touche pas du tout, et je pense que c'est une manière pour moi aussi de me dire que le contenu plaît, parce que finalement très peu de personnes sentent l'inutilité de ce que j'ai à dire. Donc les haters, si vous voulez venir sur mon contenu, vous êtes les bienvenus et je vous accueille avec grand plaisir. Mais ils sont où les haters là? Ils sont où? On vous attend. Mais si tu veux, c'est que dans des contenus qui sont plus divertissants, comme ce qu'on disait, la critique est facile, parce que tu peux critiquer l'égocentrisme de tel ou tel créateur, tu peux critiquer la culture du vide, tu peux critiquer les placements de produits, tu peux critiquer plein de choses, à juste titre ou pas d'ailleurs. Après, il y a la haine de bas étage aussi, juste sur le physique et tout, mais après, peut-être que tu en as été
été victime un peu, mais en fait, ta démarche est tellement bienveillante que c'est vrai que je vois même pas. C'est ce que je me dis. J'ai l'impression d'être comme ça dans la vie et j'espère l'être. Donc, si mon contenu ne le serait pas, je ne serais pas aligné avec. Si mon contenu ne l'était pas, pardon, je ne serais pas aligné avec ce que j'ai envie de proposer. Et d'être bienveillant, pour moi, c'est le premier step, le premier pas à franchir pour être écouté. Si je suis, il y a beaucoup de créateurs que je suis où je les trouve très intéressants dans leurs propos. Mais très malveillants, quoi. Pas malveillants, mais avec une volonté virale. Oui. Donc dans leur volonté virale, ils vont mettre des espèces de masques, peut-être dans les 3 premières secondes, et après les mecs sont hyper intéressants. Mais toujours essayer d'être un peu le vilain petit canard ou d'être un peu méchant sur certains sujets pour ensuite aller chercher l'attention, l'audience, et c'est que à la 40. Le fameux hook. Si ça marche, tant mieux pour eux et super. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et donc ça, pour répondre à ta question, c'est la première façon pour moi de me dire que les gens apprécient ce que je fais parce qu'il n'y a pas forcément de haters, ou alors sur 20 000 commentaires, il y en a 10. Et moi, ça me fait... Enfin, je suis mort de rire à chaque fois que je lis les haters parce que je me dis, déjà, on comprend rien à ce qu'ils disent. Et j'ai même pas compris ce qui t'a énervé. J'ai même pas compris ce que tu critiques. Et donc, c'est pour ça que quand je dis vous êtes les bienvenus, c'est que moi, ça me fait trop rire les haters parce que j'en prends pas parti, même si ça peut être sur des trucs qui font mal, comme le physique, tout ce qu'on peut critiquer au-delà de ce que tu as à dire. Ça me fait rire parce que je me dis, moi, je suis dans une démarche bienveillante, altruiste, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Quelle souffrance intérieure tu as pour être énervé par ce que j'ai à dire ? Pour être énervé par ma tête, pour être énervé par mon contenu, pour être... C'est incroyable, ouais. T'imagines la détresse de la personne. Et moi, en fait, c'est plus de l'empathie. Et quand je dis que ça me fait rire, c'est que... C'est pas je ris de la détresse des gens, mais je me dis, waouh, quelle vie de merde ce mec doit avoir pour être aussi méchant, aussi virulent dans les commentaires. Et c'est pareil pour absolument tous les contenus. Tu peux ne pas aimer un contenu, mais de là à être aussi disgracieux dans la manière de commenter des vidéos, moi je trouve ça hallucinant et je me dis mais waouh, la détresse des gens est quand même assez incommensurable quand il s'agit de commenter la création de quelqu'un. Déjà, quelqu'un crée, quelqu'un se met à nu sur les réseaux, quelqu'un essaye de donner de la valeur. C'est pas pour pas le cas pour tout le monde, mais déjà tu fais un petit peu plus que la moyenne. De quel droit on arrive à te critiquer sur ces sujets ? Après, il y a des vidéos, des créateurs qui se doivent d'être critiqués parce qu'ils se positionnent, incarnent des choses qui ne sont pas bienveillantes, des choses qui ne sont pas dans l'altruisme, qui ne sont pas dans la compréhension, qui ne sont pas dans l'échange. Et certains haters constructifs, je ne dropperai jamais de nom. Mais la critique constructive est toujours hyper intéressante. Il y a la forme aussi de la critique aussi. C'est que, en fait, il y a toujours la forme. Mais donc ça, c'est la première chose qui me fait dire que finalement, les gens apprécient ce que je fais. Ouais. La deuxième chose, c'est que je te disais qu'au début, j'étais très actif et très réactif de manière chronologique sur ce que je proposais. Poster 1 fois par jour, etc. Exactement. Sauf que si je suis authenticité, sincérité et efficacité, je peux pas publier tous les jours. Et parfois, ça m'arrive, c'est le cas, je crois que ma dernière vidéo date d'il y a 2 semaines, celle d'encore avant, d'il y a un mois, où je ne publie pas pendant, en tout cas sous forme de réel, je ne publie pas pendant un long moment. Et en fait, je reviens, on en rigole souvent avec d'autres créateurs de contenu, on me dit « Ouais, tu te barres pendant un mois, tu reviens, tu fais 700 000 vues, tu repars, tu reviens. » Enfin, ça dépend, il y a des vidéos qui font beaucoup moins de vues que d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que si je parle de quelque chose, que je publie une vidéo, c'est que j'ai l'urgence de le faire intérieur. Et je vais pas me dire... Déjà, je suis très mauvais organisateur, je suis un très grand procrastinateur, un des plus grands de France, reconnu pour tel, mais je vais pas me forcer à publier quelque chose parce que l'algorithme pourrait être insatisfait de ma non-présence. Je vais pas poster pour poster, je vais pas poster pour avoir des vues, je suis engagé auprès de aucune agence ni ligne éditoriale qui ne serait pas la mienne. Donc si j'ai pas envie de poster, je ne poste pas. Donc t'es de la team de ceux qui préfèrent ne pas poster jusqu'à ce qu'ils aient un banger à poster. Le banger, je sais jamais si je l'ai. En tout cas, c'est... Ça, oui, c'est sûr. Mais quand je dis banger, c'est en tout cas que t'es fier vraiment à 200% de ce que tu postes. Sinon, c'est impossible. Et tu vas pas poster pour tenir un planning, justement, la régularité, parce que y a vraiment 2 camps, moi, de ce que j'observe et de ce qu'on me dit. C'est qu'il y a ceux de la team, il faut poster, même si de temps en temps, bon bah voilà, ça veut dire que statistiquement, il y aura des vidéos moins bonnes et moins performantes que d'autres, mais juste, il faut rester présent, ne serait-ce que, pas forcément pour l'algo, mais même dans la tête des gens, être présent pour les gens, tu vois.
Versus d'autres qui vont poster une fois tous les 2 mois, mais chaque vidéo, elle doit être mieux que la précédente, tu vois. Alors moi, j'ai trouvé une combine. Ok. C'est que je sais pas si ça marche, parce que je perds des abonnés, évidemment, j'en gagne, enfin, c'est très fluctuant. Mais quand bien même je ne suis pas actif en réel, je suis actif absolument tous les jours. Ça fait 326 jours aujourd'hui que je publie en story une citation. Donc je suis passé du mot du jour à la citation du jour. Ah, c'est pour ça, tout à l'heure je disais story, c'est la citation. Donc le mot du jour, c'était en vidéo, c'était ma manière de définir des mots, etc. Là, quand bien même je peux pas, par authenticité, par efficacité et par sincérité, être présent tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours en réel et en vidéo, ou sur TikTok, enfin c'est pareil, je vais poster sur Instagram tous les soirs une citation du jour, une petite pensée du jour. Donc même si je suis pas là, j'essaie quand bien même de te montrer que je suis toujours là et de, pareil, te donner des pistes de questionnement, des pistes de réflexion. Et ça plaît beaucoup. Et d'ailleurs, je pense que quand le podcast sortira, mon livre sera déjà sorti, mais je suis là en pleine écriture d'un livre. Et donc, sûrement, il sera déjà sorti. Donc, mon livre est sorti. J'ai préparé un recueil de citations. Donc mes citations pour être heureux, où je vais prendre... C'est le titre ça, mes citations pour être heureux? Pour l'instant. Peut-être que quand il sortira, ce sera pas le même. Mais pour l'instant, c'est celui-là. Et en fait, j'ai compilé, ajouté et essayé de trouver des nouvelles citations. Et j'ai pris à chaque fois une citation et j'ai essayé de d'écrire autour de cette citation sur ce qu'elle m'inspire, ce qu'elle peut t'inspirer, ce qu'elle veut dire et comment cette citation-là de telle ou telle personnalité peut être pour toi un mantra, une réponse, une motivation, une inspiration. Et ça, c'est ce qui me prend beaucoup de temps en ce moment, c'est la sortie de ce livre-là. Mais voilà, la combine que j'ai trouvée, entre guillemets, de manière très sincère, je dis combine, mais ça paraît un petit peu calculé, mais c'est juste, j'avais aussi besoin d'être présent et de rendre aux gens l'intérêt que eux me portent. Donc même si je suis pas présent en réel, en TikTok, etc., tous les jours ou toutes les semaines, j'essaye, et je le fais, d'être présent tous les jours. Au moins via une story. Au moins en story pour partager une réflexion, et ça plaît beaucoup. Donc ça, c'est pour répondre à ta question sur comment est-ce que je fais en sorte de construire une communauté. J'essaie pas de construire une communauté. J'essaie pas de rassembler des gens autour de ma personne, au-delà de ce que je propose. Je parle pas de ma vie, je mets pas des stories pour dire que j'ai bu un matcha ce matin et qu'il était trop bon, je mets pas de story pour dire que je suis allé faire du yoga. Enfin, c'est vrai que tu tiens la ligne, quoi. Il y a pas de, tu postes jamais pour poster, en fait. C'est vrai que... Je poste jamais pour poster. Si tu veux, non pas que je trouve pas ça intéressant des créateurs d'autres gens, mais je mets mon art au service de ce que j'ai à dire. Je mets pas ma personne au service de ce que j'ai à dire. Mais c'est pour ça que c'est cohérent quand tu te qualifies en tant qu'artiste, ça marche. Et c'est plus entendable, on va dire, que enfin voilà, t'es pas créateur lifestyle et un créateur lifestyle qui dirait qu'il est artiste, pourquoi pas dans une certaine forme, mais en tout cas... Il peut se le dire. Moi, c'est avec vraiment sans aucune prétention et avec sincérité que je me définis comme artiste, parce que, haute citation, quelle est la mission de l'artiste? C'est Anatole France qui disait ça. La mission de l'artiste, c'est de montrer aux gens que la vie est belle, sinon ils en douteraient. Et moi, je trouve ça magnifique. La mission de l'artiste, c'est de montrer aux gens que la vie est belle, sinon ils en douteraient. Moi, ma manière de te montrer que la vie est belle, c'est de te montrer que peu importe ce qui t'arrive, ça va aller mieux. Peu importe ce qui te conditionne, tu peux t'en sortir. Peu importe ce qu'on te critique, tu peux le contrer. Ça passe par les mots, ça passe par la curiosité, ça passe par la sensibilité. Et de différer par rapport à ce combat-là que j'ai en étant dans une création qui est très égocentrique, qui au final n'intéresse personne à part les marques qui veulent profiter de ton lifestyle et de la proximité supposée que tu as avec ta communauté pour derrière vendre des produits, moi ça me parle pas du tout. Donc oui, je peux mettre des stories hors citation du jour qui vont parler de tel événement où je suis allé, etc. Je le fais très rarement, mais si jamais je prends la parole et que je capte ton attention et que je retiens ton temps, à mon sens, ça doit être pour quelque chose d'authentique, sincère et efficace. Si je suis là juste pour t'embrouiller comme font les grands médias de divertissement, en fait, je te fais perdre ton temps. Je te fais perdre ton temps, je te divertis de ta capacité à réfléchir, je te divertis de ta capacité à te poser des questions. Et donc, moi, mon combat n'est pas aligné si je suis dans ça. Des gens le font très bien, ils arrivent par story, en parlant de leur vie, à mettre aussi des questionnements qui sont super intéressants. Moi, j'ai du mal à le faire, c'est pas ma ligne éditoriale et j'ai pas envie de le faire.
Et on pourra parler aussi de la monétisation. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que du coup, il Je faut t'ai vu quand le même. dire, je t'ai vu le dire. Tu l'as vu dans mes yeux, je fais oh putain. Non, mais oui, il faut en parler parce qu'à la fin, il faut quand même vivre et manger au minimum, quoi. Ouais. Sans parler de juste chercher l'optimisation à chaque fois parce que t'es pas dans cette démarche-là. Voilà, je pense qu'on le comprend, mais voilà, au minimum, ça te prend du temps, tout ça, énormément de temps même. J'ai 2 questions donc sur ça et sur ton organisation aussi, parce que comment est-ce qu'on fait pour être le plus grand procrastinateur de France et en même temps écrire un livre et bosser sur les formats sur lesquels on va revenir, parce que du coup on a digressé même si c'était parfait, mais en tout cas pour finir cette parenthèse, moi je me régale. Je savais que ça allait être hyper intéressant comme épisode. Trop bien. Et voilà, que tu avais une réflexion, on va dire, très profonde autour de tout ça, enfin que c'était réfléchi, tu vois, on le voit de toute façon quand on va sur tes comptes qu'il y a j'allais redire une DA, mais je veux dire en tout cas une direction claire dans laquelle tu vas et à laquelle tu te tiens. Mais c'est hyper intéressant de creuser et de voir en fait toutes les étapes par lesquelles tu es passé. Et merci sincèrement de me donner cette opportunité, Adam, de parler de tout ça. Et je suis très heureux d'avoir cette conversation avec toi. Trop cool. Avec grand plaisir. Je te propose du coup de continuer en parlant. On revient sur tes formats si ça te va. Et ensuite on parle organisation et monétisation. Enfin en tout cas revenus, quoi, juste de comment donc les formats, je te disais que j'avais le mot du jour. J'ai à un moment, si tu veux, senti, moi, une baisse d'énergie dans ce que je proposais. Et le format s'était essoufflé un peu. Peut-être pas aux yeux des gens, parce qu'on me demandait souvent de revenir, etc. Mais moi, je me suis un peu essoufflé là-dedans, et je voulais pas m'enfermer dans une niche, parce que déjà à l'époque, et encore un petit peu aujourd'hui, c'est compliqué de définir la création que je fais. J'avais pas envie de m'enfermer dans un dictionnaire ambulant, même si c'est super intéressant. J'avais envie de laisser la possibilité de m'ouvrir des portes, tout en étant aligné avec le fond que j'ai envie de combattre. J'avais envie d'élargir la forme. Donc tu as commencé, on est d'accord, par ce format-là. Exactement. Donc pendant qui m'a fait connaître, 90 jours quasiment, donc 3 mois. C'est ça. Il faut rappeler que du coup tu es passé à 200 000 abonnés en un an, presque. Et que en fait pendant 3 mois, donc un quart de cette année-là, tu as posté qu'un seul format qui était celui-là, le mot du jour. Exactement ça. Et donc ça avait marché direct, ou est-ce que ce format-là, il était... Dans ces 3 premiers mois, tu sais combien je crois que le premier qui m'a vraiment fait péter, entre guillemets, c'était sur TikTok, et je crois que c'était le mot du jour 46, quelque chose comme ça. Et donc avant, il y avait, je faisais maximum 10 000 vues, j'étais comme un dingue. 10 000 vues, pour moi, c'était exceptionnel. Mais ce qui a vraiment donné de l'impulsion, je crois que c'est le mot 46, qui était la compersion. Vas-y. Donc la compersion, c'est te réjouir du succès des autres. C'est prendre de la félicité et te sentir heureux dans l'accomplissement des autres. Mais je l'ai vu, je crois, c'est l'inverse de la jalousie. C'est l'inverse de la jalousie. Et donc le hook, c'est commencé comme ça. Comment on dit l'inverse de la jalousie? Et je trouve que c'est un super mot. Bon, c'est un petit peu un néologisme américain. Je suis pas sûr que tu le trouves véritablement dans le dictionnaire de l'Académie française, qui est très à l'ancienne. Mais pour moi, c'est un super mot. Et je pense que c'est ce qui nous manque. Moi, j'essaye vraiment tous les jours de me remplir de compersion, et je suis très heureux quand je vois des créateurs de contenu qui ont du succès, qui sont alignés, et qui plus est dans notre secteur de la création de contenu qui est très concurrentiel, très compétitif, où moi le premier d'ailleurs, mais où les gens essayent de se comparer. Lui, il a fait telle vidéo, il a fait telle vue, elle a lancé tel truc et ça marche bien. La pression des chiffres tout le temps. La pression des chiffres, alors qu'au final, si on revient sur ce qu'on disait, tu restes authentique et sincère, ça finira par arriver. Te pose pas la question de mince, là je croyais que ça allait faire 100 000 vues, j'en ai fait que 20. Moi, il y a plein de vidéos où ça m'arrive, je fais beaucoup moins de vues que ce que j'avais prévu. C'est pas grave. On passe à autre chose, soit dans la création et soit dans la sincérité et l'authenticité personnelle de faire ce que tu proposes. Tu ne peux pas être déçu, si tu veux, des scores que tu as, si tu es satisfait de ce que tu proposes. Belle phrase, ça aussi. Merci. Tu ne seras que déçu, si tu veux, si tu as une attente qui va au-delà de l'altruisme dans ce que tu proposes. Et moi, en tant qu'artiste, dans ma mission de montrer aux gens que la vie, elle est belle, je peux pas me dire « Ah mince, là, j'ai pas fait assez de vues, je pensais que ça allait faire 1 million, j'ai fait 30 000 vues, c'est de la merde, et je repars à m'enfermer, je vous propose plus rien. » Non, ça marche pas comme ça. On peut pas... dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, et parfois les rendez-vous arrivent, parfois non. Et il faut être très juste aussi, et très... comment dire Est-ce que tu te qualifies de stoïque? C'est compliqué d'être stoïque. Hein. Okay. J'aimerais bien, mais c'est compliqué d'être stoïque. J'essaye de l'être. Ça te parle en tout cas comme philosophie. Ouais, bien sûr. J'essaye de l'être, si tu veux, pour ne pas...
si tu veux, me perdre dans des sentiments, dans des conceptions qui ne sont pas les miennes. Et donc ça, quand tu as beaucoup de commentaires qui n'aiment pas ce que tu proposes, tu finis par te dire, mince, lui, il dit que je suis nul et que je suis moche, etc. Est-ce qu'au final, il n'a pas un petit peu raison? Moi, je suis complètement détaché de ça parce que sinon, je ne ferais rien. Mais j'ai du mal à être stoïque parce que je suis quand même quelqu'un de très sensible. Sensible au monde, sensible aux choses, sensible à l'art, et je peux pas me permettre d'être aussi stoïque que je le voudrais parce que ça irait contre ma nature de se nourrir de plein de choses, et pour moi ce qui nous sauvera, c'est cette sensibilité-là. Elle peut nous détruire, cette sensibilité-là, quand elle est très égocentrée, mais quand elle est ouverte à l'autre, cette sensibilité-là, elle est magnifique. Parce qu'on on se rend compte qu'on est tous les mêmes, on se rend compte que peu importe d'où tu viens, tu as à peu près vécu les mêmes choses que moi, de près ou de loin, on a tous les mêmes sensibilités, et de se renfermer dans un stoïcisme qui serait très inhumain, presque animal, moi, ça ne me convient pas. Je pense que je demandais parce que j'y ai pensé en fait quand tu parlais des chiffres, justement l'impact. Enfin, tu transmets en fait un certain détachement quand même pas de l'échec, mais on va dire en tout cas quand ça se passe pas comme tu l'avais prévu, on va dire. Donc pardon, encore une digression, mais donc du coup sur les formats, si on revient donc le mot 46. Fonctionne bien pour toi et t'en fais encore quasiment autant derrière, ça. Et ensuite tu t'essouffles un peu sur le format et donc tu te dis, j'imagine qu'il faut trouver de nouvelles idées, peut-être que t'en as déjà. Comment tu fais pour trouver de nouvelles idées? Est-ce que tu le fais encore aujourd'hui ou est-ce que tu as un peu tes formats récurrents sur lesquels Alors j'essaie tu reviens tant que ça te plaît? J'essaie de me détacher du format et de la traîne ou quelque chose de très défini, parce que si demain j'ai envie de parler d'un sujet que j'avais pas prévu, j'ai pas envie que ça arrive comme un cheveu sur la soupe et que tout le monde se dise mais de quoi il parle. Donc je veux dire, est-ce que tu as un peu tu sais que tu as des, quand je dis format, c'est je sais pas, voilà, la définition d'un mot en format réel ou vidéo, en tout cas avec une mise en situation, c'est quelque chose que tu as fait plusieurs fois. Ouais. Donc et ça, typiquement, tu peux le refaire tant que ça te plaît. Je peux le refaire tant que ça me plaît. Et en fait, si tu veux, quand tu réussis à construire une audience par rapport à un format très particulier, souvent, soit tu as envie de le garder, soit tu as envie de te dire que il te faut absolument un format pour percer. Il faut absolument un cadre dans la forme pour que le fond soit entendu. Et moi, je fais un petit peu l'inverse. Je me dis, y a un fond qui me parle sur tel ou tel sujet. J'ai plein de notes avec des sujets que j'ai envie de traiter, ou alors telle actualité va me donner envie de parler du fond. Et c'est du fond que j'arrive à trouver la forme. Ok. Parce que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Ok. T'as un exemple concret ou pas? Par exemple, donc le fond, c'est quoi, par exemple? Le fond, typiquement, j'ai fait une vidéo qui m'a beaucoup plu et qui a beaucoup plu aussi à ma communauté et à d'autres. C'était la langue de bois des politiciens. Que je regardais beaucoup d'interviews, etc. Et je voyais la ministre des Sports à l'époque, Amélie Oudéa-Castéra, si je dis pas de conneries, qui a une façon de parler aux gens qui est absolument détestable. Et je me suis dit, j'ai envie de traiter le fond, c'est la langue de bois, la manière dont les gens, qui plus est les politiques, mais au pouvoir, nous divertissent dans le fond, eux, de leur pensée, par une forme qui est complètement ubuesque et qui, au final, se fout un petit peu de la gueule des gens. Donc ça, c'était le fond. Dans quel but, tu penses? D'endormir les gens, de pas dire la vérité, de se cacher, de pas aussi avoir du courage. Quelqu'un qui a du courage, un politique, je pense qu'on en fait plus depuis des années, mais un politique qui a eu du courage, il passe pas par quatre chemins, il te dit ce qu'il a à dire et il y va. Quand tu changes de veste, que tu retournes ta veste, que tu changes de chemise, etc., tous les jours, va falloir à un moment que je t'embrouille un peu dans ce que je dis, parce que j'ai dit l'inverse hier et je dirai l'inverse demain. Je comprends, ouais. Donc c'est ça que tu as voulu au final, dénoncer un peu. C'est ça, et quand tu vois des interviews de politiques très souvent, le journaliste pose une question. Oui, que pensez-vous, j'en sais rien, que pensez-vous de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron? Alors déjà, il faut se rappeler que les institutions permettent... Non, qu'est-ce que tu en penses? C'est de la merde, c'est pas de la merde, je suis d'accord. Non, oui, mais parce qu'en fait, si vous... Et moi, ça m'énerve au plus haut point. Et donc, je me suis dit, ça, c'est le fond que j'ai envie de soulever. J'ai envie de dire aux gens, est-ce que vous aussi, comme moi, vous vous êtes rendu compte de la manière dont on nous embrouille? Vous vous êtes rendu compte de la manière dont on nous dit pas la vérité?
tout à fait détaché d'une démarche complotiste, mais la vérité, on nous la dit pas parce que elle est trop simple à dire et en même temps trop compliquée à entendre. On l'a bien vu pendant le Covid. Enfin, il y avait un coup on nous disait les masques faut les mettre, un coup faut pas les mettre parce que même la vérité, ceux qui la possèdent ne sont pas nuancé, exactement. Voilà. Mais tu la complexifies encore plus en la mettant dans des emballages interminables. Ouais. Et donc ma question c'était de me dire est-ce que je suis le seul à voir ça, et je pense pas. Donc ça, c'est le fond. Et la forme qui en ressort, et c'est là où il faut avoir un petit peu, si tu veux, des idées nouvelles et être assez fort là-dedans, c'est de se dire, j'ai le fond, comment je le mets en forme pour que potentiellement ce soit viral. Quand j'entends potentiellement ce soit viral, c'est pas que je veux des gros scores, c'est que ça intéresse les gens. C'est que ça intéresse les gens. Si j'ai quelque chose à dire, le plus de gens sont intéressés, le mieux je me porte. Et donc là, la forme qui est sortie de ce fond-là, c'était de me dire, LV2 politicien. Donc, tu as fait LV2 espagnol au lycée, un tel a fait LV2 allemand, et eux, je m'imagine, ont pris LV2 politicien. Et donc, je l'ai traduit dans un espèce de faux micro-trottoir où quelqu'un vient me poser la question est-ce que vous parlez le politicien, comme si le politicien était une langue à proprement parler, et de là a découlé la forme, et ça a super bien marché. J'en ai fait une deuxième vidéo qui a aussi bien marché. Sur la langue de bois moi, je l'ai appelé la langue politicienne, ouais. Le politicien. Et d'ailleurs, j'ai eu plein de messages de gens qui me disaient j'aimerais apprendre cette langue, enfin, c'est très drôle. Mais voilà, à chaque fois, je pars d'un fond qui vraiment me questionne, ouais. Et la forme arrive, parce que la forme, ce n'est que le fond qui remonte à la surface. Et du coup, par rapport à ça, par rapport aux idées que j'ai, je pars souvent de ce principe-là. J'ai plein de notes avec des fonds que j'ai envie de soulever. Et en fait, en lisant tous ces sujets-là, en lisant tous ces fonds-là, il y a peut-être une forme qui va arriver. Et là, je me dis, OK, tel fond, j'ai trouvé la forme, on le fait. S'il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui vient. Je ne vais pas prendre la forme avant le fond parce que ça marche bien. Je l'ai peut-être fait au début sur les mots du jour, sur un format qui était une forme qui était peut-être plus établie, mais le fond était toujours le même. Quand le fond, à mon sens, est un petit peu estompé parce que je voulais élargir ce fond-là, la forme ne tient plus. Mais je peux tout à fait, dès la semaine prochaine, te refaire une vidéo mot du jour où je prends un mot, enfin mot du jour il fait plus sens parce que c'est plus un mot par jour, mais prendre un mot et te le détailler, et en fait je ne veux pas m'enfermer dans une forme qui me limiterait dans le fond. Oui, t'as plein de manières différentes de donner une définition d'un mot en fait. C'est ça, ouais. Et si tu veux, si je me limite dans la forme, je me limite dans le fond. Et une fois que tu t'es limité dans le fond, tu as fait le tour du sujet, et c'est peut-être là, pour reprendre ce que tu disais, où les communautés s'essoufflent, où le potentiel viral de ce que tu as à proposer s'essouffle, parce qu'au final, ton fond, t'en as fait le tour, on t'a déjà entendu, et juste tu t'amuses sur la forme, mais bon, on connaît ce que tu as à dire, etc. Et ça, c'est compliqué, et de toute façon, le monde de la création de contenu est très compliqué, parce que tu sais jamais ce que les gens attendent, mais moi, je ne me pose pas la question de ce que les gens attendent. Je me pose la question de moi, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre, moi, personnellement. Et donc, je crée ce que je n'entends pas sur les réseaux. Je me positionne et je propose quelque chose que je n'entends pas. Je ne vais pas faire quelque chose qui existe déjà. Je comprends. Ou alors, si je le fais, c'est que je le fais mieux. Ok. Sans prétention. Je me dis, il y a quelque chose d'intéressant là. Voilà, les gens qui font des contenus éclatés, tu les éteins en postant des trucs. C'est ça, non, mais je me dis, il y a peut-être une bonne idée, mais oui. je trouve ça pas hyper travaillé, ou alors pas assez poussé dans pas le fond, assez poussé. dans je vais prendre cette idée-là, je vais la refaire. Ouais. Faut pas... je sais plus qui disait ça, mais... je crois que c'est Picasso, mais bon, je sais plus trop. Les artistes volent. C'est ça. Non, c'est quoi les génies. Je crois que c'est les artistes copient. Les génies volent, ouais. ou quelque chose comme ça. Et en fait, voler, c'est pas copier, c'est nul. Ouais. Voler, bon. Voler, s'inspirer quoi. Ouais. S'inspirer. Je prends un truc et en fait, tu me donnes une nouvelle directive, une nouvelle force qui permet moi derrière à la fois d'élargir ce que j'ai envie de dire, mais en même temps rendre service au premier à qui tu as volé, parce que le mec d'après qui va te voler l'idée va encore l'améliorer. La création, ça ne s'arrête jamais. C'est que de l'inspiration, Tu peux pas prétendre avoir inventé quelque chose. Moi, j'ai eu, ça m'est arrivé d'ailleurs sur le mot du jour. Je m'étais inspiré d'un Américain ou d'un Anglais d'ailleurs, je sais plus. Et j'ai eu des gens. Moi, ça m'a fait connaître et c'était le format avec lequel on me définissait. J'ai vu des gens qui ont repris ce format de manière tout à fait critiquable, mais ça c'est mon... Pas convaincant.
pas convaincante, pas dans le sens il a pris mon format, Oui. s'il prend mon format Dans le sens, qui c'est n'est dommage, pas quoi. même pas le mien dès le début, mais qui fait quelque chose de super intéressant, avec grand plaisir. Si tu prends juste mon format parce que tu t'es dit lui il a fait des vues et moi je vais prendre son format et faire des vues comme ça, et au final ça n'a aucune authenticité, aucune sincérité, ben moi ça me fait rire. Encore une fois, c'est comme les haters, ça me fait rire, je me dis mince, quel manque d'humanisme Dommage, dans quoi. ce mec-là pour arriver. Et j'ai vu des créateurs, un en particulier, sans name dropping, le faire, il a construit une communauté plus ou moins importante, mais qui, je pense, n'est pas du tout engagée. Et au final, je me suis dit, moi, j'ai réussi mon combat. Parce que si j'arrive à ce qu'on me copie, pas qu'on me vole, mais qu'on me copie vraiment ce que je propose, jusqu'à me copier mes accroches, mes hooks, les mots que je traduis, etc., pratiquement phrase par phrase, c'est qu'en fait, quelqu'un s'est dit... T'as réussi quelque chose, quoi. Ouais. Voilà, c'est de se dire, c'est intéressant, donc je vais faire pareil. Si ta volonté derrière, c'est juste créer une communauté, vendre des formations et faire de l'argent par-dessus ça, on va pas s'entendre, et tant mieux. Mais moi, je me dis que mon combat, il est juste là-dedans. Très clair. Écoute, excellente transition. Pour conclure un peu ce que tu as dit là, t'as plusieurs formats, on va pas tous les décrire, mais tu as bien expliqué un peu le pattern que tu utilises. C'est d'abord le fond qui remonte à la surface pour donner la forme. Et c'est très intéressant parce que, en tout cas, la plupart, enfin pas tous, il y en a beaucoup qui font ça, mais il y en a aussi énormément qui vont d'abord réfléchir un peu au format, donc à la forme. Selon la plateforme, etc., qu'est-ce qui peut le mieux marcher en termes de distribution, format duquel va découler ensuite le fond, et ça n'empêche pas de trouver de bonnes idées et faire des contenus qui performent, qui intéressent les gens, qui apportent de la valeur, mais c'est deux méthodologies qui fonctionnent, et donc toi, tu es plus sur celle-là. Ok. Parlons maintenant des revenus et de ton organisation. C'est assez lié, de toute manière, mais je suis intéressé que tu m'expliques comment tu gagnes ta vie aujourd'hui et quelles sont tes différentes sources de revenus, et ensuite, comment est-ce que tu organises ton temps et comment est-ce que tu le priorises pour te développer, sachant que faut que tu m'expliques un peu à quel point c'est une priorité ou pas pour toi. J'ai l'impression que ça n'en est pas une, enfin que c'est en tout cas dans le bas des prios pour l'instant. Donc comment est-ce que tu t'organises et comment vis-tu, Nino, les mots? Comme tout artiste, j'ai une aversion pour le on va dire le succès et la monétisation de ce que je propose, mais en même temps, là, je ne monétise pas mes contenus. C'est-à-dire que TikTok, je crois que je suis tellement irrégulier que peut-être le plus gros mois que j'ai dû faire sur, je sais plus comment ça s'appelle, mais le fonds de rémunération des créateurs. Le fonds créateur, ouais. Je crois que j'ai dû gagner 400 € maximum un mois sur TikTok, qui était le plus... évidemment, c'est splendide, je les prends, mais ça ne me fait pas du tout vivre. Et pareil sur Instagram, si tu veux, je ne fais pratiquement aucun placement de produit. Et si jamais j'en fais, c'est que ça fait sens et que c'est bénéfique pour ma communauté et pour mon message. Mais des créateurs de contenu avec des communautés semblables à la mienne, donc des gens qui ont à peu près 200 000 abonnés sur Insta, j'en rencontre énormément, c'est des gens qui peuvent largement prétendre à gagner 15 000 € par mois. Largement. Ouais. Largement. Moi, je gagne même pas 500 balles avec ce que je propose dans la monétisation de mes contenus. Oui. Parce que... ça inclut les revenus des plateformes qui sont inexistants en fait sur Insta et TikTok. Que ce soit les revenus des plateformes, il n'y a que TikTok, il n'y a pas Instagram, ou alors le placement de produits. C'est surtout ça en fait en général. Moi, je suis absolument détaché de ce placement de produits parce que si tu veux, je veux pas faire du téléshopping. Je suis pas un relais entre une proposition commerciale et une communauté, une cible, un client. Même quand ça te parle, parce que je veux dire, du coup c'est très honorable on va dire comme démarche, mais tu pourrais avoir des produits qui sont adaptés, qui intéressent même ton audience. Je pourrais 100% parce que en plus des œuvres qui t'intéressent. Ça m'intéresserait. On ne m'en propose pas. Ok. On me propose beaucoup d'offres de partenariat. C'est souvent beaucoup trop hors sujet et beaucoup trop. C'est vrai que placer un dentifrice, ça ferait un peu. C'est ça, non mais en fait je me dis, mince, pour me proposer ça, vous n'avez pas regardé mon contenu, c'est pas possible. Après demain, j'en sais rien, Larousse me propose de faire de la pub sur le dernier dictionnaire par un Larrey qui permettrait aux gens mais évidemment que je le fais. Ah ok, mais il y a quand même, juste il faut vraiment que ce soit aligné, que ça fasse sens. Il faut que la finalité ne soit pas purement profitable. Okay. Évidemment, c'est le nerf de la guerre, on vit dans un système capitaliste, il faut bien faire des sous, mais est-ce que moi, la monétisation de mon contenu qui passe par un placement de produit va au détriment du message et de la forme que j'ai à passer? Je comprends.
Rousse Becherel, là. Vous faites mais pareil, je veux pas non plus me limiter au Becherel. Ça peut être des institutions hyper intéressantes. Bien sûr, même des événements culturels. Des événements culturels, même il y a des entreprises qui marchent sur un système capitaliste, mais qui sont hyper engagées, etc. Mais tout ce qui tourne autour de profiter d'un créateur de contenu en lui faisant miroiter des sommes incommensurables pour profiter d'une communauté derrière qui ne y va avoir que du feu. Moi, c'est pas du tout mon pari. Et en plus, si tu veux, ma longévité que j'essaye de construire en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, en tant que comédien, en tant que créateur de contenant, elle n'est possible qu'en me détachant justement de cette profitabilité de la communauté. Si je cherche trop à force de trop manger, tu peux risquer l'indigestion. C'est ça que je me dis. Et il y a des gens qui marchent super fort, qui sont beaucoup plus lifestyle, beaucoup plus divertissants, qui font 6 ou 7 partenariats par mois, mais je peux te mettre beaucoup d'argent sur la table et prêt à parier que d'ici 3 ans, on les a oubliés. Comme on oublie de plus en plus les gens de la télé-réalité. Enfin, ce modèle s'essouffle là parce que j'en passe au suivant, en fait. Si moi, je suis consommateur, si je suis utilisateur de plateforme et que j'appuie sur le bouton m'abonner, au final, beaucoup dévalorisent le pouvoir que c'est la valeur que je dois te remercier quand tu appuies sur abonner. Tu es en train de me donner une audience que je ne pourrais avoir nulle part autrement que sur ces réseaux sociaux-là. Comment je te le rends? En te donnant de la valeur, en te posant des questions, etc. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Je ne peux pas, en me respectant, et je peux pas me permettre, si tu veux, déjà d'utiliser ton audience pour passer mes messages, et en plus, qui plus est, d'avoir une volonté commerciale là-dedans. Moi, j'ai pour ambition, si tu veux, plus tard de faire de la scène, de monter des spectacles. J'écris beaucoup, etc. Et je veux pouvoir monter des spectacles qui me tiennent à cœur dans une volonté artistique. J'ai pas du tout envie qu'on prenne ma création artistique comme un moyen de faire de l'argent. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui peuvent remplir beaucoup de salles et vendre beaucoup de places, vendre beaucoup de livres, mais à quoi bon? Est-ce que c'est une vraie volonté artistique de partager un message ou c'est encore un moyen de faire de l'argent? Tant mieux pour ceux qui en font et tant mieux s'ils réussissent très bien. Moi, je suis complètement détaché de ça parce que je ne pourrais pas, si tu veux, me satisfaire dans le contenu que je propose s'il était complètement détaché du fond de mon combat. Si je peux arriver à monétiser mon contenu et que ça rentre dans ma ligne éditoriale et que ça reste sincère, authentique et efficace, faisons-le. Pour l'instant, si on fait le benchmark de tout ce qu'on m'a proposé, j'ai pas eu du tout off, j'en ai fait 2 de partenariats en 1 an. Ça m'a pas rapporté beaucoup d'argent et j'étais sûrement sous-payé par rapport à la communauté que j'ai, mais c'est pas du tout mon problème. Comment tu fais alors aujourd'hui? Alors quelles sont tes sources de revenus? Si tu veux, les sources de revenus que j'ai aujourd'hui ne viennent pas de ma communauté. Ok. Ma création sur les réseaux sociaux m'ouvre des portes en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain. Je rédige beaucoup de scripts, je fais du copywriting pour beaucoup de clients qui en fait apprécient entre guillemets ma plume et qui veulent aussi en bénéficier pour peu importe. Projet, je fais des scripts YouTube pour des youtubeurs, je fais aussi des rédactions de sites internet pour des entrepreneurs. Je fais plein de choses différentes dans cette t'es rédacteur multicasquette, spécialisé dans un... voilà, je fais des campagnes de pub, je peux aussi être ghostwriter, écrire des livres pour des gens, etc. Donc ça, c'est une grosse partie de mon revenu qui ne vient pas de ma communauté parce que je ne dépends pas, si tu veux, de l'approbation de ma communauté, c'est indirect. Ouais. Évidemment, plus je suis connu, plus des gens apprécient comment j'écris, ce que je dis, etc., plus je suis capable de vendre ce que j'ai à dire. Ta communauté, aujourd'hui, c'est une réputation, un asset, et de toute façon, tu es là pour durer, comme tu l'as expliqué. Tu veux pas en tirer de revenus directement via eux, en leur vendant des choses et je le veux pas particulièrement. Après... oui, c'est ça. Mais par contre, ça te sert quand même, c'est une preuve, on va dire, de la qualité de ton travail, en quelque sorte. Exactement. Et je pense que mon travail prend encore plus en qualité quand il n'est pas motivé par une question financière. Ça, c'est le premier canal de rémunération que j'ai. Le deuxième que je suis en train de développer de plus en plus, c'est ce que je te disais sur le métier de conférencier, d'animateur public, d'orateur public, etc., sur lequel je prends beaucoup de plaisir, où en fait, si tu veux, encore une fois, l'audience que j'ai créée sur les réseaux sociaux permet de valoriser ce que j'ai à dire, valoriser mes compétences. Et si, en voyant ça, tu veux m'inviter pour animer un débat, tu veux m'inviter pour animer une conférence, ou je le fais pas encore, mais pourquoi pas donner des cours sur certains sujets, etc. Je le fais avec grand plaisir. Un peu ce type de exactement. métier, mais
de monétiser au détriment de ma communauté mon contenu, moi, ça me parle pas. Ok, bah ça marche très bien. Enfin, très bien. Je sais pas. T'es heureux en tout cas de ta situation. Je suis tout à fait heureux parce que si tu veux, déjà, je vis pas du tout dans l'opulence, mais je peux me dégager un salaire. Je peux payer un appart à Paris. Je peux vivre assez décemment sans être non plus Crésus, mais par mon art, par l'écriture, par le jeu, je peux arriver à vivre. Je suis le plus heureux du monde, tu vois. Je suis pas du tout... moi, les volontés que j'ai, c'est d'élargir le plus possible la sensibilité et la curiosité des gens. C'est ça ma rémunération à moi. C'est ton barème de C'est succès. mon barème de félicité dans ce que je fais, et c'est ce qui me fait lever le matin. Sinon, je serais allé faire des carrières tout à fait différentes, ou alors je serais déjà en train de vendre une formation. J'ai des moyens, si tu veux, énormes de monétiser mon contenu. Et d'ailleurs, à chaque fois que je rencontre des gens qui sont là-dedans, ils me disent « Mais attends, mais pourquoi tu fais pas ça? Mais tu pourrais tellement faire de l'argent, etc. » C'est-à-dire, c'est quoi le souci avec les formations exactement? Parce que tu Ouais, pourrais, je suis sûr que ça le dis intéresserait beaucoup de gens. Enfin, c'est juste que tu l'as cité 3-4 fois là. Ouais, c'est vrai. Alors que ça aiderait les gens potentiellement. Il y a des formations que je trouve hyper intéressantes. Ah, tu trouves qu'il y en a déjà Bien sûr, mais voilà. si tu veux, moi, je suis pas là pour te former. Parce que ça voudrait dire que j'ai une compétence très particulière et que cette compétence est monétisable. Là, c'est un peu... Ouais, c'est vrai que si tu avais des accompagnements ou des formations... Tu vois, je pense à un créateur que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré, qui s'appelle Corentin, du compte Hop Éloquence. Lui qui est très spécialisé dans l'éloquence, l'oration publique. Et il a une formation qui est, je crois, tout à fait qualitative sur prise de parole. Moi, c'est une de mes compétences, mais ça gravite autour de mon art. Mais je ne suis pas un orateur public qui peut t'aider, toi, Adam, à être un meilleur orateur public. Sûrement que je peux et que ça me plairait de le faire en coaching, en one-on-one. En tout cas, tu pourrais te marketer comme ça, mais ce n'est pas toi à 100% et ce serait moins authentique et sincère. Non, parce que je me détacherais d'artistes pour parler, pour passer au mentor, pour passer au professeur, etc. Et ça me plairait sûrement. Et si je peux aider des gens, tant mieux. Mais je n'ai pas du tout envie de me marketer comme ça parce que je n'ai pas envie de me marketer tout simplement. Et il y a des formations qui sont splendides, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins qualitatives et qui sont juste un moyen pour quelqu'un avec une communauté de faire rentrer des sous en basant son enseignement sur uniquement sa personne. Mais il y a des formations qui sont hyper intéressantes, qui marchent très bien, qui peuvent être hyper valorisantes pour la plupart des gens. Moi, pour l'instant, je te dis pas dans le futur que j'en ferai pas, mais pour l'instant, il n'y a pas une formation où je me dis telle compétence que j'ai et a de la demande, et cette compétence-là permet de la vendre à un grand public. Moi, je ne vends rien, si tu veux. Je suis pas un entrepreneur, je suis un artiste. Et ton modèle marche très bien. Après tout, si je résume, c'est voilà, tu as une communauté qui prouve ton expertise, on va dire, et ton sérieux dans une thématique en particulier, ce qui attire, ce qui fait de toi, on va dire, un talent qui ressort du lot dans cette thématique en particulier. Donc là, ici, la rédaction... pour tout type de contenu. Et est-ce que en fait, ça te permet de placer tes prix, on va dire, au-dessus du marché, donc plus élevé, par exemple, voilà, que ce soit pour rédiger une publicité, une vidéo YouTube ou n'importe quoi d'autre, un livre ou autre. Est-ce que tu as... Comment tu fonctionnes? C'est un TJM classique, on va dire, que tu as, mais est-ce que du coup, ça te permet de te placer, entre guillemets, au-dessus du lot aussi en termes de prix et donc de vivre mieux, entre guillemets, ou juste ça te donne plus de visibilité? Déjà, j'ai très peu de visibilité sur le prix du marché, franchement. Mais je crois que la manière dont je me price, elle dépend surtout de la qualité que je propose. En fait, la manière d'avoir une communauté, ça me permet, moi, de trouver des clients. Mais je pourrais ne pas avoir de communauté et de proposer exactement le même contenu et la même valeur et la même qualité. Plus de prospects et plus de clients. Plus de prospects. Après, si mon prix il est élevé, j'en sais trop rien d'ailleurs, mais si mon prix il est élevé, c'est que la qualité de ce que je vais te proposer, je la trouve nécessaire à ce prix-là. Je vais pas me dire... Par le temps que tu vas y passer ou par le... C'est surtout par le temps que je vais y passer. Voilà. Je mets c'est pour pas ça que de... je disais TJM, c'est qu'en fait, effectivement, si tu passes 4 jours sur un contenu... Moi, c'est plus horaire, je trouve. Et c'est surtout à la tâche. Tu me proposes de faire un script YouTube, je vais pas te dire ça m'a pris... Au forfait, je vais pas te dire ça m'a pris 16 heures et 16 fois je sais pas combien. Non. Mais en tout cas, toi, tu calcules un peu comme ça, tu as un taux horaire approximatif. Oui, tu dis, mais, ok, ça va me prendre entre ça et ça. Il est aussi très variable parce que si le propos me parle, que le projet me parle... Je vais accepter de baisser. Ouais, je vais accepter de baisser, etc. Et je suis pas dans... Si tu veux, j'ai pas envie de
te négocier ni de te justifier le tarif que je propose. J'ai envie que tu aies compris la valeur que je peux t'apporter. Et la valeur que je t'apporte, elle passe dans la qualité de la création que je te propose. Elle passe pas dans ma communauté et en fait, tu payes pas juste un mec qui a des abonnés sur Instagram. Bien sûr, ouais, ça c'est clair. Tu payes un talent d'écrivain, tu payes sûr. un talent de créateur, un talent d'artiste. Tu payes pas juste... Je te posais la question parce que ça aurait pu te permettre de... Enfin, tu sais, je sais pas, c'est comme un chef cuisinier, tu vois. Ça coûte sûrement plus cher s'il est méga connu, parce que pareil, lui, il monétise pas forcément sa communauté, mais s'il a 1 million sur Instagram, pour le booker, ça va être plus cher c'est sûr, mais est-ce qu'au final, potentiellement tout aussi bon. Il y a deux questions. Est-ce qu'un chef qui a 1 million d'abonnés, tu vois, le cercle, il se répète. Ouais. Est-ce que le chef qui a 1 million d'abonnés, il peut facturer des prestations de cuisine très chères parce qu'il a 1 million d'abonnés, ou au final il peut mettre des prestations très chères parce qu'il est très bon, mais parce qu'il est très bon, ça fait en sorte qu'il a beaucoup d'abonnés, tu vois. Où est-ce que se situe le... Ce que je veux dire, c'est que pour 2 chefs qui sont équivalents en termes de talent et de prestations, en termes de qualité, qui a le plus d'abonnés, celui qui a 1 million versus celui qui a 0 abonnés, enfin qui n'est pas public, quoi, va vendre ses... Après, le chef, il vend, là, dans l'exemple du chef, il vend aussi son image. Moi, je suis un peu le... Ah oui, c'est vrai. Toi, il y a pas. Tu vois, c'est ça en fait. Après, si demain tu me demandes de venir en tant qu'orateur, en tant qu'incarnant d'un sujet, peut-être que là, ce sera plus cher par rapport à ma communauté. Il n'y a pas forcément besoin de vendre une image. Il y a le nom aussi. Je pense, je sais pas, un pianiste. J'en ai parlé avec du coup Aurélien Froissart que j'ai reçu ici et qui m'expliquait ça, c'est que les pianistes, en fait, on retient jamais leur visage, etc. Même pas forcément leur nom, mais en tout cas, tu vois, d'avoir dans ton morceau un Sofiane Pamar versus un pianiste potentiellement tout aussi bon, voire meilleur que Sofiane Pamar, ça te coûtera moins cher que Sofiane Pamar, tu vois. C'est sûr. Il y a quand même un aspect... c'est pour ça que je posais la question sur le prix. Il y a une brand, il y a du personal branding, etc. Mais en fait, si tu veux, moi, je me trouve déjà pas très bon du tout dans ça. Et j'ai un petit peu le syndrome de l'artiste où j'ai quand même du mal à me vendre, j'ai quand même pas du mal à ce qu'on achète mes services, mais j'ai du mal à me positionner comme un entrepreneur et parfois ça me porte préjudice parce qu'il y a des contrats que je pourrais vendre beaucoup plus cher. T'es pas un bon commercial, quoi. Je suis pas du tout un bon commercial et j'essaie de m'entourer de gens qui le sont, mais je cherche pas, si tu veux, à monter une entreprise, gagner beaucoup d'argent, etc. Oui. Je cherche à me donner les possibilités d'agrandir ma création et de mon art. Je comprends. Ça, y a plein de choses que tu vois, on parlait du podcast tout à l'heure, il faut que ce soit autofinancé ou pas. Donc plus je gagne d'argent, plus je peux le remettre dans ma création. Un moyen, voilà, bien sûr. Ça, tant mieux. Après, je compte pas m'expatrier à Dubaï et m'acheter une Lambo parce que j'ai des abonnés sur Insta et que ça me permet... C'est pas du tout ma finalité et je respecte plus ou moins ceux chez qui ça l'est. Mais moi, mon combat, c'est vraiment d'éveiller la curiosité et la sensibilité des gens et par mon art, de montrer aux gens que la vie est belle, sinon ils en douteraient. Le reste... c'est éphémère. C'est secondaire. C'est éphémère et c'est pas ce qui me permettra, si tu veux, d'être heureux à la fin de mes jours en me disant voilà ce que j'ai réussi à faire. Okay. C'est peut-être une conception, pas super intelligente dans le monde dans lequel on vit parce que je pourrais faire beaucoup plus d'argent. Mais moi, ça m'a jamais... Si t'es heureux, je suis très heureux, donc voilà, c'est le principe. C'est ce qui compte le plus, effectivement. Est-ce que tu partages tes chiffres du coup, parce que là on s'adresse aussi potentiellement à des gens qui peuvent se reconnaître d'une certaine manière dans ton parcours et dans ton propos, qui potentiellement aiment écrire aussi, etc. Est-ce que pour des gens qui souhaiteraient se lancer sans même avoir une communauté, tu vois, mais un métier de rédacteur, du coup, ça paye combien à peu près? Je sais pas si t'as une fourchette par mois, mais moi j'en ai aucune idée, j'avoue. Alors, moi j'ai commencé avant les réseaux sociaux à faire ça, cette activité-là, et c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à créer, parce que les tout premiers contenus que j'essayais de proposer, c'était aussi pour élargir mon catalogue client, entre guillemets, mais au final... c'était plus une justification de ma volonté artistique qui émergeait de plus en plus plutôt que essayer de faire du personal branding. Moi, je peux te donner des fourchettes sur ce que je gagne, mais c'est pas très équivoque parce que si tu veux, je bosse très peu en tant que rédacteur. Un rédacteur qui bosse à plein temps, avec mon taux horaire, il pourrait faire 20 000 € par mois. Okay. Moi, j'en suis pas là parce que je bosse très peu. Mais t'as un taux horaire de genre, c'est quoi? Enfin, après, t'es pas obligé de dire. Il est variable, j'ai compris, mais il est variable. C'est quoi? C'est entre 100 et 150. Ouais, je dirais ça. Entre 100 et 200 € de l'heure. Okay. Après, je suis très efficace, donc en 1 heure, je fais peut-être ce que des gens font en 3 heures. Mais c'est pas du tout. Ça peut sembler très élevé pour certains, mais pour rappel, un avocat, c'est.
À Paris, c'est minimum 500 de l'heure. Ça dépend des. C'est pas les mêmes métiers, mais je veux dire, voilà, 100 Tout à à 200 fait. de l'heure, c'est pas excessivement cher pour une compétence rare et. C'est ça. spécifique, Et c'est ce qu'il faut se dire aussi, parce qu'en plus, la rédaction de contenu est très concurrentielle. Ouais. Mais un rédacteur qui est bon, qui est intelligent, qui bosse bien, qui est Tout terrain curieux. comme toi. Pardon? Toi, t'es tout terrain en plus. C'est-à-dire que souvent, les gens se spécialisent. Oui, Ouais. moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire, parce que si tu veux, si je me spécialise dans, allez, on va dire, la rédaction web pour des mecs qui font de l'e-commerce, il y a un moment, ça va me faire chier. Ouais. Alors que si je suis juste écrivain, artiste, rédacteur, créateur, tu peux venir, et pour moi, c'est un défi intellectuel, tu peux venir en me disant, je lance une boîte de pharmacie et j'ai besoin en quelques mots que tu la vendes de la meilleure façon. Waouh, là, ça m'intéresse. C'est marrant que tu penses, enfin que tu te décrives comme un mauvais commercial, alors que dans le copywriting, par définition, souvent le but derrière, c'est vendre Je suis un, quelque chose. je suis Pas un bon forcément commercial pour les financièrement, autres, je suis un mauvais commercial de ma personne. Ah d'accord, ok. Peut-être par plein de choses, par syndrome de l'imposteur, par plein de trucs, mais j'arrive très bien à faire pour les autres ce que je ne fais pas pour moi. Ok, compris. Ça, c'est très parlant dans C'est ma paradoxal, personne. ouais. C'est souvent que je suis incapable de me dire que ce que j'ai fait bien pour quelqu'un, en fait, je pourrais le faire pour moi. Parce que, évidemment, j'apprends, comme tout le monde, à me donner de la valeur, à gonfler mon amour-propre, etc. Mais petit à petit, ça travaille. Mais souvent, je suis très efficace et performant dans la croissance des autres plutôt que chez la mienne. Et quand ma C'est croissance marrant, ok. arrive, c'est souvent au détriment de ce que j'avais pu prévoir. Donc, quand je gagne des abonnés sur Instagram, je l'avais même pas prévu et je trouve C'est ça du bonus, complètement quoi. dingue. Je comprends. Et je serais sûrement peut-être plus efficace à te faire monter ta communauté que de faire monter la mienne, parce que moi, je calcule même pas ça, en fait. Ok. Mais c'est assez marrant. drôle, c'est vrai que c'est assez drôle. Bon, en tout cas, voilà, pour ceux et celles d'entre vous qui voudraient devenir rédacteur, rédactrice, copywriter, ou en tout cas, sachez que c'est voilà, une compétence qui est de plus en plus demandée, il y a un marché pour ça. Toi, tu dis voilà, que tu pourrais monter jusqu'à 20 000 euros par mois si tu étais à plein temps sur cette largement. activité. Si tu bosses comme je un ne veux pas dire que ce monstre, sera le cas pour vous si vous non, débutez, non, etc. du Mais en tout. tout cas, vous pouvez très largement en vivre et très bien. Oui, et en fait, si tu veux, c'est un peu le... Là, avec la montée de l'IA, etc., c'est la destruction créatrice de Schumpeter, c'est un concept vieux comme le monde, c'est de se dire, il y a des boulots qui vont être remplacés, lesquels, et comment moi je me positionne dans ça. Demain, tu demandes à ChatGPT de te faire un site internet pour ta boîte, il va en faire un, ça va être plus ou moins bien. Et ça remplace 80% du marché des copywriters. Des gens qui sont copywriters, rédacteurs, écrivains, mais qui sont dans la moyenne, qui font des choses plus ou moins cool, mais sans plus. Ouais. Comme dans Pas beaucoup d'autres forcément- métiers, les devs, etc. Exactement. Ouais. Pas très créatif, avec peu de prise de risque. Donc ça, c'est remplaçable tout de suite. Si tu te positionnes comme le top 1%, top 10% des gens qui ont vraiment une réflexion, qui sont dans une créativité exacerbée et qui au final sont très humains et donc irremplaçables par l'IA, tu vas te faire de l'argent et limite plus que ce qu'un rédacteur moyen ferait, et qui plus est, lui, va se faire remplacer. Donc, c'est important, si tu veux, pour moi, peu importe ce que tu fais, tu disais les devs, mais les rédacteurs, les graphistes, tout ça, c'est d'être dans une prise de risque, dans une créativité, dans une sensibilité qui est tellement humaine que la machine ne pourra pas te remplacer. Ouais. Donc, ok, tu prends des Une risques. forme d'art qui ne Tu peut vois. être qu'humaine, quoi. C'est presque artistique. Et si moi, demain, tu me payes pour faire de la pub de ta boîte, si je te propose une tagline ou un slogan qui est un peu tout sorti de ChatGPT, je vois même pas pourquoi tu viens me faire appel à moi. Si tu viens faire appel à moi, je vais me creuser les méninges, je vais essayer d'être créatif et on va trouver quelque chose que personne d'autre n'aurait trouvé. Et là, je suis heureux que tu me payes, en fait. Si je viens te proposer quelque chose que le voisin aurait pu faire ou que ChatGPT m'a fait, pas d'intérêt, va voir quelqu'un d'autre. ouais. Enfin, non pas que je vais pas te le faire, mais je vais y trouver aucune Satisfaction, ni intérêt, quoi. satisfaction, aucun intérêt à te vendre un truc que quelqu'un d'autre pourrait faire. Ouais, je comprends. Si tu me payes, c'est pour l'unicité de ce que j'ai à te proposer. Et là, je suis heureux. Et là, je peux arriver, moi, à être sincère dans ce que je te propose, parce que je me dis, OK, il me fait confiance, il a compris le potentiel créatif et artistique que j'ai, et je vais le régaler. Ok, Tu vois ? c'est très clair. Écoute, trop bien. Bah, du coup, aujourd'hui, tu dirais, on va passer juste après sur la partie organisation. Mais juste avant, est-ce que tu as d'autres sources de revenus ? Donc ça, je comprends, c'est ce qui te fait vivre aujourd'hui principalement. Tu gagnes peu avec tes réseaux sociaux. Ouais.
ça te prend quand même beaucoup de temps, j'imagine. Ouais. Donc je pense que les ratios de temps que tu investis versus revenu n'est pas du tout proportionnel, on va dire. Mais est-ce que du coup, tu as d'autres sources de revenus ou pas trop? Je veux dire, peut-être à la marge sur des conférences ou des trucs comme ça que tu fais. Donc rédacteur, ponctuel, écrivain, et après, de manière un petit peu sporadique, orateur public, conférencier, etc. C'est plus ponctuel, j'imagine. Ouais. Ça vient comme du bonus. Ok. Et pas d'autres. Non, pas que j'en vois. Ça fait déjà 3. Ouais, pas que j'en vois particulièrement. Okay. Et donc, comment tu gères ton temps? Alors, comment tu te lèves le matin? Et parce que du coup, t'as quand même. Créé. Poster autant de vidéos que ce que tu fais toi, ça demande quand même du temps, même si, comme tu l'as dit, là, ça fait un moment que t'as pas posté. Tu t'as pas de planning non plus. Donc, mais comment tu gères ton temps? T'écris un livre en plus, c'est un énorme boulot. Comment tu t'organises? Moi, j'aime bien marcher par projet. Donc, si tu veux, je suis un peu monomaniaque et obsessionnel. Donc, là, typiquement, je suis en pleine écriture de mon livre. Donc, c'est le truc que j'ai à faire et le reste est un peu accessoire. Tu switches pas, quoi. Je switch pas parce que j'ai un taux de concentration qui est très volatile. Donc, si j'ai 4 choses à faire en même temps, pendant que je fais la tâche 1, je vais penser à la 3. Pendant que je fais la 3, je vais me dire ce que j'ai fait mal pendant la 1. La 2 n'est pas encore faite, mais la 4 me fait penser à la 1. Et au final, je suis pas du tout concentré. Si j'ai un truc à faire, je vais le faire bien. Si j'ai une vidéo à écrire, je l'écris bien. Déjà moi, je trouve ça très dur déjà de faire ça. Parce que d'être un peu monomaniaque, de choisir, d'avoir plusieurs projets et de pouvoir choisir. Moi, j'arrive mieux à avancer quand je fais tout en même temps. Genre, j'avance chaque jour un peu chaque dossier ou chaque projet. C'est vrai. Alors que se focus et se dire, je mets tout de côté, je ponce ce truc-là pendant 3 semaines. Un mois et demi, etc. Typiquement, ça prend 3 semaines, 1 mois et demi parce que c'est un livre, c'est un long projet. Mais je veux dire, je réfléchis à telle tâche que je dois faire et je réfléchis à la suivante une fois que la première est finie. T'en as pas en même temps, pas trop en tout cas. Typiquement, là, je te dis, je suis dans la rédaction de mon livre, mais je suis en train de préparer un podcast. Dans ma tête, il y a cette volonté de préparer le podcast et j'ai déjà avancé sur quelques trucs, mais je pourrais être à 100% efficace dans la création et la production de ce podcast-là quand mon livre sera fini. Parce que sinon, je vais faire et à moitié le livre et à moitié le podcast. Bien sûr. Oui. Donc ça, c'est plutôt la manière dont j'essaye de construire une stratégie, si tu veux, autour de ma création par des projets. Ensuite, comment je fonctionne au quotidien, c'est très compliqué pour moi parce que j'ai énormément du mal à m'organiser et je pense que je m'entoure pas assez aussi de gens qui pourraient m'aider. Tu peux toujours t'entourer de plus de personnes, mais j'ai un peu cette conception toujours un peu artistique de ma création où au final, je joue beaucoup au feeling. Je mets beaucoup d'importance à m'inspirer. Parce que tu peux pas créer sans être inspiré, donc je lis énormément, je vais au théâtre, je vais au cinéma, etc. Et en fait, il y a des figures, pardon mes parenthèses sur cette inspiration en particulier, il y a des figures que tu suis sur internet particulièrement ou pas trop, c'est surtout en dehors? Moi je suis très éclectique dans la manière de chercher de l'inspiration et ça peut venir comme je te disais du cinéma, de créateurs sur les réseaux qui me parlent, de livres que j'ai lus qui soient à la fois des livres sortis il y a 3 ans ou il y a 400 ans. Et t'as des exemples soit d'artistes soit de créateurs ou créatrices qui te parlent beaucoup, en tout cas de manière récurrente? À la fin, je te poserai la question de si tu as une œuvre en particulier à recommander. Ouais. Mais en tout cas, des gens que tu suis ou en général, quand tu vois ce qui sort, t'es content, quoi. Il y en a tellement que je peux pas... T'as pas de top 3, t'as pas de figure particulière? Non, pas forcément, parce qu'en fait, y a 2 choses qui sont potentiellement dangereuses dans ce cloisonnement de l'inspiration. C'est que si tu veux, tu manques de jugement après. Si je te dis top 3, c'est un tel, il y a bien un moment où je vais manquer de jugement sur mon top 3, alors qu'il y a des mecs ou des meufs que j'adore ce qu'ils font, mais je veux pas les mettre dans le top 3 parce que peut-être que là ça fait 6 mois que j'ai rien vu d'eux, je vais revoir quelque chose d'eux et je vais les trouver génial. Donc faut arriver à garder une distance assez critique et artistique dans ce qu'ils font. On n'a peut-être pas forcément dont tu t'inspires factuellement à la fin, mais en tout cas que tu apprécies le plus et dont tu vas le plus consommer, on va dire, le contenu. Il y en a plein, mais si tu veux, j'ai peur d'en oublier certains, etc. Et les derniers en date qui je pourrais te dire, j'aime beaucoup ce que fait Marie Saint-Filtre. J'aime beaucoup je suis pas encore allé voir son spectacle, mais je vais tout faire pour aller le voir. Qui d'autre j'aime beaucoup? Des humoristes comme Jérémy Ferrari, je le trouve très intelligent dans ce qu'il crée. Après j'ai des œuvres plus anciennes, des poètes qui m'inspirent beaucoup, Victor Hugo, Alfred de Musset, Baudelaire, Balzac. Je m'inspire beaucoup, si tu veux, de formes littéraires un petit peu anciennes,
Après des créateurs de contenu aujourd'hui, il y en a beaucoup que j'apprécie déjà humainement, beaucoup que j'apprécie dans la création de contenu, mais si tu veux, il y en a pas un où je me dis waouh. Non pas que leur contenu n'a pas cette prétention-là, mais c'est que j'ai jamais été un grand fanatique ni un grand. T'es pas le top public cible. Je suis pas le public cible, et si tu veux, j'ai jamais compris la manière dont les gens deviennent absolument fans et éperdus d'un créateur au détriment de ce qui pourrait se faire d'autre. Moi, j'aime bien avoir un grand vase où je mets plein d'inspiration, plutôt que de me dire, je suis d'accord avec toi sur ça. Tel mec, c'est ce que je veux faire, telle meuf, c'est elle que je veux être comme ça, parce que tu manques des choses, en fait. Il y a plein de sujets sur lesquels tu pourrais t'inspirer, mais il y a évidemment plein d'œuvres que je peux recommander, plein de films à aller voir, plein de livres à lire, plein de pièces de théâtre, si tu veux, avec grand plaisir. T'as le temps de le processer en fond. Dans mon inspiration, je suis pas limité, parce que demain, je peux tomber sur un panneau publicitaire dans la rue que j'avais pas prévu qui va m'inspirer quelque chose. Je peux écouter une musique que j'avais pas prévu qui va m'inspirer quelque chose. On peut m'envoyer un réel qui m'a l'air con au début, mais qui au final, tu vois, c'est alors que de cloisonner tes manières de t'inspirer, cloisonne ta création aussi. Bien sûr. Donc du coup, comment tu t'organises? Parce que du coup, tu es en permanente inspiration, j'imagine, mais est-ce que du coup tu te fais des sessions, on va dire, dédiées à ça, entre guillemets, où tu te dis bon là je vais question bête potentiellement, là je prends 3 heures, je vais regarder que des contenus qui m'inspirent ou des œuvres qui m'inspirent, ou est-ce que t'as un planning? C'est quoi la journée type de Nino Lemo? Mon problème, c'est que j'ai pas de planning. Non, mais je sais qu'il faut que je m'organise mieux. Cette semaine, elle ressemble à quoi, par exemple? Ou semaine dernière, tu vois? Ça change tous les jours. Déjà, j'essaye d'avancer hors création de contenu, hors artiste. J'ai des projets de rédacteurs, etc. qu'il faut rendre, tel script, il faut le rendre. Donc ça, j'essaie d'avancer, etc. Travail de freelance, quoi. Voilà. Après, dans ma création de contenu, là, je suis concentré sur le livre, donc c'est un petit peu différent. Mais t'écris quand? T'écris le matin, le soir, ou c'est variable? Moi, je suis très soir. Okay. Le matin, si tu veux, je mets quand même du temps pas à me réveiller, mais à me sentir prêt à bosser. C'est peut-être une connerie d'ailleurs, et au final, tu pourrais très bien bosser 20 minutes après t'avoir être réveillé et prendre juste un café et bosser. Marie Saint-Fils, par exemple, je crois qu'elle est très du matin, genre 5h du mat. Je pense que ça dépend des gens, et je l'ai pas vraiment essayé. Peut-être que demain, si je l'essaye, je serai une machine de 5h à 10h, et il y a plein d'auteurs, Bernard Werber, qui disait que lui, tous les matins, de 8h à midi, il a besoin d'écrire, peu importe ce qu'il écrit, il doit écrire des lignes. Les artistes, c'est soit très tôt le matin, soit très tard le soir, et la nuit. Moi, je suis plus très tard le soir, parce que si tu veux, si j'ai pas réussi à faire ce que j'ai fait, je vais pas arriver à aller me coucher, parce que je vais me dire merde, j'ai rien fait de ma journée. Donc ça peut t'attends le dernier moment, ça peut tirer jusqu'à 4h du mat des fois, parce que je me dis non, mais là je peux pas aller me coucher, j'ai pas fait ça. Mais je me mets pas de pression de résultat journalier ou hebdomadaire dans ma création. Et en fait, ça vient plus par éclair, comme je me compare pas à ça, mais comme un peintre qui au final branle rien pendant 6 mois, mais parce qu'il sort du marché, rentre chez lui, jette 3 trucs et te fait une œuvre d'art que tout le monde attendait depuis 6 mois. Je suis très peu dans la discipline, c'est peut-être ce qui me manque, et c'est peut-être aussi parce que je pense que le talent c'est rien par rapport à la sueur, par rapport à tout ce qu'il faut mettre derrière pour le succès. Mais pour l'instant, je fonctionne comme ça. J'essaye petit à petit d'avoir une discipline plus déjà une hygiène de vie qui me permet, si tu veux, d'être créatif et d'être concentré. Parce que là t'es en mode 4-5 heures du mat et réveil... Non, pas du tout. Réveil midi, ou non, ta routine? Alors, en fait, j'essaie de comprendre à quoi ressemble ta routine déjà en termes d'horaire. En fait, c'est même pas forcément sur tel créneau tu travailles sur ça, mais je veux dire juste c'est quoi tes zones un peu de travail et de... Moi, pendant très longtemps, j'avais une hygiène de vie qui était pas terrible, où je me levais pratiquement 11h midi et je me couchais à 4-5 heures du matin à chaque fois, soit parce que je sortais, soit parce que... Enfin, pour plein de raisons. Là, je me lève tous les jours à 8h. Ça fait 1 mois à peu près que j'ai arrêté l'alcool. Ouais, mais c'est une décision qui était peut-être la plus belle de ma vie, parce que si j'ai pas arrêté l'alcool pendant 1 mois, j'ai décidé là de prendre la décision de ne plus boire de ma vie pour plein de raisons différentes. Mais il y a 1 mois là? Ouais, il y a 1 mois. Ouais, c'est une vraie fierté. Merci de le souligner, parce que c'est quelque chose qu'on banalise très souvent et qui au final peuvent être des freins sur plein de choses. Moi, j'ai un potentiel addictif énorme. Tu vois, ça dépend de plein de personnes, mais si tu veux, je doute parfois un petit peu de mon talent, je doute de ma capacité créative, de ma force à pousser ce que j'ai à dire dans le fond, et je me rassure dans des
des outils de divertissement plus ou moins qui sont très bon, à partir de là, qui sont pas bons pour l'ambition d'un artiste. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'ambition et de satisfaction à créer, à bousculer, à interroger, à questionner et à rendre curieux, que je peux pas me permettre d'être médiocre dans la manière dont je gère ma vie. C'est quoi ton ambition? Le goal ultime? Mon goal ultime, moi j'aime beaucoup la scène. J'ai commencé la scène très tôt quand j'étais petit, et c'est vraiment l'endroit sur Terre où je me sens le plus vivant et où il y a le moins de questions qui se posent dans ma tête. Donc j'aime beaucoup la scène. Mon ambition ultime, ce serait de me dire que par ce que je propose sur scène, par les réseaux, par mon art, j'arrive à changer la vie des gens. J'arrive à faire en sorte que l'humain soit encore plus humain, faire en sorte que les gens s'aiment, faire en sorte que le potentiel créateur prenne le dessus sur le potentiel destructeur de l'humain. Et qu'au final, si mon art permet aux gens d'être plus humains, plus curieux, plus sensibles, ça c'est mon goal ultime. Après, en termes de métriques, évidemment, j'aimerais beaucoup pouvoir remplir de très grosses salles, j'aimerais beaucoup pouvoir écrire des livres, des romans, des choses qui ont un succès plus ou moins quantifiable. Donc aujourd'hui, malheureusement... tu tends vers ça, quoi. Mais je tends, si tu veux, vers... La scène, en gros, c'est un peu le rêve. Et quand tu dis scène, c'est un peu en mode, justement, Marie s'infiltre sur vraiment de l'humour ou sur d'autres... je pense que ça dépend... du moment, en fait, si tu veux, l'humour est pour moi une manière d'être bougé, d'être ému par ce que tu reçois. Mais il y en a plein d'autres. Il y a la surprise, il y a le questionnement, il y a la peur, il y a le rire, il y a les pleurs. Et en fait, je me dis, si j'arrive en une pièce d'1 heure à avoir toutes ces émotions-là et que tu repartes différent de ce qui t'est arrivé, j'ai fait mon job. Et donc il y a la scène, il y a l'écriture. J'aimerais beaucoup pouvoir écrire des choses qui changent la vie des gens et qui du moins changent leur perception. Et petit à petit j'y tends. Et donc pour revenir sur l'organisation, je suis pas très organisé en me disant si je veux faire ça dans 6 ans, il faut que j'arrive à faire ça aujourd'hui. J'essaie toujours un petit peu en mode Kaizen de faire mieux que la veille, mais je ne me mets pas de barrière de performance, parce que si tu veux, moi ça me freine, parce que je vais me dire ouais, là aujourd'hui j'ai été vraiment nul, donc demain je vais essayer d'être meilleur, mais j'ai quand même le souvenir. Non, aujourd'hui il y a eu ça, les dieux de la création ont réussi à communiquer avec moi plus ou moins, j'ai été sensible aux signes, j'ai été sensible à tout ça, et ça m'a permis de faire quelque chose aujourd'hui. Si c'est pas, je peux pas faire des vidéos à 1 million de vues tous les jours, je peux pas créer tous les jours, je peux pas. Par contre, j'essaie de faire des bilans plus ou moins par mois, avec des objectifs par mois, ou si j'arrive à les objectifs, ils sont mensuels, quoi. Ouais, plus. Ok. C'est quoi? C'est un gros objectif mensuel, ou c'est il faudrait que j'ai fait ça, j'essaie d'en mettre 3. Une méga to-do list et après t'es pas au jour près, quoi. En fait, le problème des to-do list, moi je fais beaucoup ça, mais c'est que tu te sens déçu et très peu performant quand t'as une to-do list de 45 choses à faire et que t'en fais que 15, alors qu'au final d'en avoir fait 15 c'est génial, mais si t'en as 45 à faire, tu te sens un peu nul. Moi j'essaie d'avoir 3 gros objectifs par mois. Donc là par exemple ce mois-ci c'est écrire le livre, le finir, c'est écrire au moins 10 vidéos pour le mois de décembre, mais bon on verra où j'en suis, et maintenir une hygiène de vie importante et garder cet arrêt de l'alcool que je tiens tout à fait sans problème. Et en fait je me dis, je mets pas des objectifs trop hauts, mais si t'arrives à les faire, t'es content. Me connaissant, j'arriverai sûrement à faire plus, donc au final t'as peut-être que 3 objectifs, et quand tu commences ta journée, j'ai qu'un truc à faire, c'est d'écrire le livre, essayer d'écrire une vidéo et d'avoir une hygiène de vie correcte. Ouais, c'est la priorisation. Du moment que j'ai ça à faire, oui, il y a plein de tâches qui vont découler, mais si je me mets au début du mois, il faut que tu écrives 25 vidéos, que tu aies fait 150 000 vues par truc, qu'il faut que tu aies contacté lui. Je fais avec ce qui vient, peut-être que pas du tout de la manière la plus efficace, mais en même temps, je pense que ça se construit et que ça fait que 1 an que je fais ça, 1 an et demi, et qu'il y a une itération aussi dans la manière de gérer son temps, gérer son contenu. Mais j'aime à me dire que, si tu veux, ma volonté artistique de création fait que je peux pas me considérer comme une machine, je peux pas me considérer comme un entrepreneur qui a des métriques, des KPI, de tout ce que tu veux.
je me laisse un peu bercer par ça. Ça marche plus ou moins. Il y a toujours une manière d'optimiser ce que tu fais et j'apprends tous les jours grâce à ça, en rencontrant des entrepreneurs, en discutant avec d'autres créateurs. Mais je me mets pas de barrières parce que ça me mettrait des barrières dans ma création, je pense. Ouais, je comprends. Ok. Est-ce que j'aimerais bien qu'on parle un peu de l'alcool? Alors, j'avais pas cette info-là, mais vu que là, ça fait un mois, c'est tout récent. J'imagine que tu as eu une phase de réflexion importante sur ça, parce que là, pour vouloir arrêter à vie, c'est que c'est quand même un gros truc. Donc, c'est quoi comment est-ce que tu as... À quel point c'était dur ou pas au début? Là, tu m'as dit que tu avais tenu un mois sans problème. Ouais. Est-ce que les premiers jours c'était dur? Enfin, je sais pas à quelle fréquence tu buvais et tout, mais ou si c'était juste en soirée. En fait, t'avais quel type de consommation? Même si tu m'as donné un peu des indices avant. Moi, je buvais pas du tout tous les jours, mais je buvais au moins au minimum une fois par semaine, voire 2, voire 3 fois par semaine. Et du coup, ça va. Enfin, je veux dire, ça va dans le sens où c'est ça. Je buvais pas le matin à 8h30 au bar pour me réveiller, mais si tu veux, c'était devenu plus qu'un alcoolisme juste mondain parce que j'avais l'incapacité de contrôler ma consommation. Donc peut-être que je buvais qu'une fois par semaine, mais on prend une bière, j'en prends 2, j'en prends 3, après on va en soirée et je rentre chez moi à 2-3 verres du coma pratiquement, tu vois. Et je suis obligé, si tu veux, d'aller chercher à l'état d'ébriété le plus poussé de moi-même sans être capable de me contrôler. Et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que si tu veux, ça peut être très dangereux pour toi, très dangereux pour les autres et surtout, ça te détruit le cerveau. Et moi qui aime être dans le contrôle, c'était le seul échappatoire que j'ai pu trouver malgré moi à des pensées qui sont très récurrentes. En fait, j'ai l'impression d'être toujours carburé dans mon cerveau, d'avoir plein d'idées et de boire, de picoler. C'était un peu le moment où tu décharges tout et tu mets en pause, entre guillemets, le cerveau. Là, de ne plus boire pendant un mois, ce qui ne m'est peut-être pas arrivé depuis que j'ai 17 ans, ça me permet d'avoir les idées claires et de me faire comprendre. D'ailleurs, c'est très drôle quand tu vas à des soirées et que tu ne bois plus et que tout le monde boit. Bon, évidemment, il y a des gens qui savent tout à fait boire, etc. Mais tu gagnes du temps. Parce qu'il y a plein de moments où tu t'ennuies, finalement, et que l'alcool vient te créer un divertissement où même si tu te fais complètement chier à une soirée, vu que t'es un peu bourré et qu'on finit par rigoler, ça va. Moi, je commence à mettre de la valeur sur mon temps et il y a des choses que maintenant je refuse qui étaient motivées juste par une consommation d'alcool avant. Donc c'est super pour l'amour-propre et pour plein de sujets parce qu'en fait tu te donnes de la valeur, tu te donnes du temps, tu te donnes du contrôle et c'est quelque chose qui m'était pas arrivé à ce stade-là depuis un bon moment. Et quand je te dis que j'ai pas envie de continuer à boire, c'est pas parce que déjà c'est parce que c'est pas terrible du point de vue santé, mais c'est surtout que je me dis maintenant que j'ai eu goût de ce que c'est de vraiment d'être détaché de toute dépendance dure. En fait, c'est génial parce que ça veut dire que je suis en plein contrôle de moi-même, je suis en plein contrôle de mes décisions, je suis en plein contrôle de mes échanges, de ce que je veux dans la vie et je vois pas pourquoi j'irais retomber dans ça. Parce qu'au final, si tu veux, il y a des gens qui arrivent à gérer, moi je sais que j'arrive pas à gérer. Jérémy Ferrari d'ailleurs on parlait de lui il a eu beaucoup ces questionnements là et en fait il t'explique qu'il arrête de boire parce qu'il ne sait pas boire. Donc il peut pas se dire là je bois pas pendant 6 mois ou alors oui mais tous les samedis j'ai le droit à une bière. Non, c'est pas possible. Moi je me connais, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir le droit à une bière le samedi soir parce que la bière va s'en transformer en 2, la 2 va s'en transformer en 4 et si une moment que je suis en état d'ébriété on va aller sortir, on va aller faire ci, on va aller faire ça. Alors que de se détacher complètement de ça, tu reprends le contrôle de toi-même, tu reprends le contrôle de tes émotions et tu reprends aussi, si tu veux, il y avait une phrase, je sais plus ce que c'était, mais quand tu parles des addictions, quand tu parles des dépendances, il faut pas se poser la question de ce qui n'est pas bien et ce que tu n'aimes pas dans les dépendances. Il faut se poser la question de ce que tu aimes dans les dépendances. Pourquoi est-ce que tu aimes autant boire? Pourquoi est-ce que tu aimes fumer? Pourquoi est-ce que tu aimes te droguer? Qu'est-ce qui te plaît dans ça? Qu'est-ce qui te plaît dans cette dépendance-là, dans cette drogue-là? Et en fait, souvent, quand tu arrives à répondre à cette question, t'as plus besoin de la drogue parce que tu vas chercher ailleurs cette satisfaction-là. Moi, je sais que c'était une manière pour moi de me désinhiber, d'essayer de prendre confiance en moi. Alors, je suis pas quelqu'un de timide, je suis quelqu'un de très sociable, mais ça me faisait croire que je me mettais de la valeur et du courage dans quelque chose qui, au final, m'en enlevait. Quand t'es à 3 grammes dans le sang, t'es pas très intéressant, t'es plutôt ridicule. Mais il m'arrive des choses où, si tu veux, je vais même dans des soirées, enfin j'allais, on peut parler au passé maintenant, dans des soirées où au début tout se passe bien et en fait je rentre chez moi en me disant le lendemain mais j'espère que j'ai pas dit de conneries quoi. J'espère que c'était à ce point-là. Jamais
je suis toujours très en contrôle physique avec les gens. J'ai jamais eu de débordement et j'en aurai jamais parce que je respecte beaucoup ça et j'ai beaucoup d'empathie là-dedans. Mais je peux m'arriver à me dire putain, j'espère que j'ai pas dit de conneries ou de trucs qu'il fallait pas dire ou que j'ai pas survendu un truc et dit oui à tout le monde alors qu'au final j'avais qu'une envie, c'était de dire non parce que tu as envie de faire plaisir à tout le monde. Enfin, oui, je comprends. Ouais, t'étais pas dans le contrôle en fait, finalement. Pas dans le contrôle et ça fait plaisir de reprendre du contrôle. Bah écoute, félicitations. Merci et je te beaucoup, souhaite ça me touche à voilà. Merci. Écoute, l'épisode est passé méga vite parce que là tu m'as vu peut-être regarder mon tel. Je pensais qu'on avait le temps et il est 12h25. Donc malheureusement, je vais être obligé de couper court à toutes les questions que je voulais te poser, mais c'est pas grave. En vrai, on a pu énormément creuser. Ah bah avec grand plaisir. Pour un épisode 2 quand ton livre aura été un grand succès et tout. Avec grand plaisir. Donc il sort le 15 janvier. Le 15 janvier, en théorie, je sais pas quand sortira ton. Ouais, il sera sûrement déjà sorti. Voilà, il sera en précommande. Il y a 45 jours à peu près de précommande et j'imagine que quand sortira le podcast, il est déjà disponible. Donc c'est un recueil de citations avec des analyses poussées de ce que veulent dire les citations et de ce qu'elles peuvent vous apporter. Et c'est aux éditions Dashbook. Voilà. Trop bien. Et du coup, il sera trouvable donc j'imagine que et j'imagine qu'il y aura mon lien en bio. Bien sûr. Tout ça. Bien sûr. Mais je veux dire, pas forcément, tu sais, il y en a qui veulent le mettre qu'en librairie ou pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression que pour distribuer un livre, c'est compliqué de pas l'avoir sur Amazon et tout, mais effectivement, on mettra tous les liens en description. C'est un éditeur qui s'occupe de ça, donc c'est pas encore fait, mais j'imagine que ce sera bien fait. Je leur fais entièrement confiance. C'est acté et tout ça, je veux dire. Oui, c'est signé. Trop bien. Bah, trop stylé. Et c'est ton premier livre, on est d'accord. C'est mon premier livre. Et j'espère pas le dernier. J'espère pour toi aussi. Pour quelqu'un qui aime autant écrire que toi, je te souhaite d'en sortir plein. C'est mon premier livre, tout à fait. Donc t'as un peu la pression, t'as une attente sur les chiffres et tout, t'es juste comme sur tes vidéos, s'il y a une personne qui le prend, j'essaie de pas en avoir trop, mais c'est vrai qu'avec l'énergie que j'y mets et la passion que j'y mets, j'essaye de me dire que ça va le plaire au plus de monde possible, non pas pour des retombées économiques, mais pour dire que là, les messages que j'essaie de transmettre peuvent vraiment bénéficier à beaucoup de personnes, et donc j'espère qu'il marchera juste par la manière dont les gens vont se l'approprier et vont essayer de sortir de ce livre des choses qui peuvent leur permettre d'aller mieux, d'aller plus loin, d'aller plus fort, de se poser plus de questions et d'être plus humain, plus sensible, plus curieux, et mon défi sera relevé. Bon, bah écoute, tu peux compter sur ma précommande déjà le 15 du coup. Merci, tu partageras sur tes réseaux de toute façon. Avec grand plaisir. Donc voilà, allez suivre Nino aussi sur Insta. Voilà, au-delà du lien du livre, il y aura aussi donc le TikTok, le Insta en description. T'as pas d'autres plateformes comme on disait pour l'instant, en tout cas, que tu souhaites mettre en avant, non, TikTok, Instagram, c'est déjà très bien. Tu comptes te lancer sur d'autres plateformes ou pas sur des formats plus longs, genre YouTube ? Alors YouTube, j'y pense. On va parler du podcast aussi, il faut que tu m'expliques. YouTube, j'y pense. Je suis en train de monter un podcast qui sera sûrement plus d'actualité quand le tien sortira. Je finis le livre là et je passe au podcast. Donc le podcast, pour moi, ça va être une manière aussi de créer un YouTube et de voir comment je peux créer une communauté sur YouTube. YouTube, je le vois bien, si tu veux. J'aimerais bien sur une longue période faire des documentaires un petit peu poussés, être dans la réalisation, soit des courts-métrages, soit des documentaires, mais de faire peut-être une fois tous les 3 mois, j'en sais rien, mais d'essayer de sortir des formats longs qui me permettront d'exprimer des sujets peut-être plus profonds que ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où on est forcément contraint par le temps, comme ce qu'on disait au début de... Tu veux passer d'une extrême à l'autre, entre guillemets, sur les formats moins d'une minute toujours, à 1h40. 1h40, voilà, c'est ça. Tu veux en parler un peu de la forme que ça prendra pour les gens qui ont apprécié, on va dire, cet épisode et qui voudraient pour le moment, je vais sortir un podcast, j'espère, début février, début mars, qui va s'appeler Mot pour Mot. Mot, M-O-T-S pour Mot, M-A-U-X. Donc, comment parler mots contre nos mots. Et je vais recevoir des invités qui sont à la fois des artistes, des entrepreneurs, des créateurs, des sportifs. Et par le biais des mots et par mes questions, on va essayer de donner des armes et de comprendre leur parcours par le biais des mots. Donc, je vais choisir un mot par invité qui le correspond bien ou qui correspond bien à ce qu'il a vécu, à son combat. Et on va essayer moi, je vais essayer de lui poser des questions où lui va me répondre en trouvant le mot juste par rapport à ma question. Donc, je vais pouvoir lui demander quel est le mot qui l'irrite le plus. Quel est son mot préféré ? S'il me dit son mot préféré, c'est la famille, on va pouvoir parler de sa famille. Quel est le mot que tu aimerais ou que tu feras en sorte d'apprendre en premier à ton enfant ? S'il me dit l'empathie, on va parler de l'empathie, etc. C'est très puissant parce que ça met un gros poids sur le choix des mots en fait, par l'invité. C'est ça. Ça ouvre des grandes conversations. Là, c'est ce qu'on est en train de faire, mais c'est
parce qu'on est en train de s'échanger des mots et c'est le premier prisme de la compréhension d'autrui et ça rejoint le combat que j'avais depuis le début sur les réseaux sociaux et donc j'espère que ce sera très intéressant pour les gens de voir ce podcast. En tout cas pour moi c'est hyper intéressant de le préparer et j'espère que ça vous plaira. Trop bien. Bah écoute, beau projet. J'ai 2 dernières questions. Je t'écoute, avec grand et plaisir. Ensuite on a terminé. La première c'est qui est-ce que tu verrais venir à ta place ici maintenant que C'est voilà, une bonne question ça. t'as réalisé l'exercice, on va dire. Tu t'as vu Très, un peu le très type bonne de questions Ouais. que je t'ai posées. Quelle personnalité? C'est pas forcément quelqu'un de Ouais, connu, ouais. en tout cas de très présent sur les réseaux. Ça peut être quelqu'un, on va dire, qui travaille avec ou pour des créateurs, des créatrices, mais qui en tout cas voilà, a une activité sur les réseaux. Mais ça peut Très être bonne évidemment un question. créateur ou une créatrice. Moi j'aime beaucoup, je sais pas si t'as prévu de l'inviter, je crois qu'il s'appelle l'Esprit Critique. Ah, Tu vois ce monsieur? Je vois, ouais. C'est J'aime génial bien. ce qu'il fait. Il lance en plus un programme de construction de l'esprit critique, je crois, qui s'appelle Cogito. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Et je le trouve hyper intéressant dans ses prises de parole, très juste, et j'aime beaucoup sa forme, etc. Et je serais très curieux de savoir les coulisses, exactement. Je crois que c'est l'esprit critique. J'ai pas son prénom, mais très intéressant. Je crois qu'ils sont plusieurs d'ailleurs, mais c'est une personne qui l'incarne et c'est très très intéressant. Très intéressant, effectivement. Je regarde pas tout ce qu'ils font, mais je crois qu'ils sont plusieurs aussi. Ouais. Mais très bonne ref, effectivement. Trop bien. La deuxième question, Ouais. c'était quel conseil donnerais-tu au Nino d'il y a 10 ans, tu vois, Waouh. s'il écoutait ce podcast, tu vois, et qui voyait tu vois, le Nino de 10 ans après? Ce que je lui dirais, c'est de se faire confiance, de faire confiance aux autres, d'assumer pleinement sa sensibilité, d'assumer pleinement sa curiosité, de pas attendre de répondre aux attentes des autres et de vivre pleinement sans penser que tout n'est qu'une fatalité, d'être un petit peu plus optimiste et de faire confiance en la vie. Parce que je crois que c'est dans un podcast de Jonathan Cohen que j'entendais ça, il disait lui, faut avoir confiance en soi, etc. Mais la confiance en soi n'existe pas. Seule existe la confiance en la vie. Si tu as confiance en la vie, tu as confiance en toi. Et ça, j'adore. Donc je lui dirais d'avoir confiance en la vie. Très, très bon mot de fin. Merci beaucoup, Nino. Splendide. Écoute, j'espère que ça t'a plu. Ça m'a C'était trop vraiment plu. un régal pour moi. Ouais, donc, vraiment, j'ai adoré. Merci beaucoup de l'invitation déjà et j'ai hâte de voir le reste des épisodes. Je suis sûr que je vais les consommer avec délectation. Trop bien, bah, avec grand plaisir. Merci beaucoup encore une fois. Le livre, du coup, redis-moi le titre. Pour l'instant, j'espère que ce sera le même, mais c'est Mes citations pour être heureux. Mes citations pour être heureux, donc le livre, le recueil de citations de Nino qui sera en description puisque ce sera sorti d'ici là. Trop bien. Je le rajouterai de toute façon après la sortie. Sinon, tous les réseaux de Nino sont en description également. Et pour ceux qui sont intéressés voilà, par le podcast que Nino nous a décrit et qui est le gros projet suivant, on va dire, à venir, c'est également en description puisque je pense que ce sera sorti. Ça arrive. Un peu de patience. C'est en cuisson. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt Adam. dans un prochain épisode de Solo Créa et à très bientôt. Merci Nino. Merci Salut, Adam. salut. À très vite.